Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus, aussi nombreuses. Et je vais laisser la parole à Cybèle, la présidente de l'association qui organise le KLIF. Bonjour. Comme l'a dit Hélène, je remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Ça nous fait super plaisir. Donc, le KLIF, c'est le collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Donc, on regroupe la plupart des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France et tout. Et nous, on lutte contre l'homophobie, contre la LGBT-phobie en général, et à travers aussi la promotion culturelle, donc, comme aujourd'hui. Donc voilà, donc passez une bonne conférence et amusez-vous bien. Alors du coup, moi je m'appelle Hélène, je suis la co-responsable culture du pôle culture du KLIF. Et on vous présente aujourd'hui une conférence qu'on a pris du temps à travailler, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans cette conférence. C'est un double objectif. Le premier étant de visibiliser les enjeux, les revendications LGBT dans un temps de présidentielle, dimanche prochain, Youhou. Voilà, grosse ambiance. Et le deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui le thème de cette conférence c'est humour et militantisme LGBT, de voir comment est-ce qu'on peut lier ces deux notions, comment est-ce qu'on peut intégrer les revendications LGBT dans le monde de l'humour et de la culture. Deux petites informations en plus, on a un live tweet, n'est-ce pas Morgane, en route, donc c'est #militenscène, n'hésitez pas à retweeter, je vous incite fortement à retweeter, on en a besoin. Partagez, likez, tout ça. Et deuxième petite indication, étant donné qu'on filme, ça serait bien que vous éteigniez ou vous mettiez en silencieux vos téléphones, de manière à ce qu'on n'ait pas trop d'interruptions. Voilà, merci beaucoup, je vais laisser la parole au Goudou. Bonsoir. Ah, donc un peu d'ambiance, tranquille. Est-ce que si je dis bonsoir Paris? Franchement, je me sens mieux parce que j'ai envie de gerber depuis à peu près 1h30. Donc ça me fait plaisir. Donc bonsoir, je suis les Goudous. Donc là, je suis les Goudous, donc toute seule. Mon alcoolite n'est pas là, elle doit sûrement être au bar. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de sympa, on peut vraiment compter sur elle. Alors, je sais pas si vous connaissez les Goudous. Oui. Ok, bon, pire, de toute façon, si vous connaissez pas, c'est pas grave, je vous connais pas non plus, donc au pire, on s'en fout. Bon, on est prêts, on y va, vous êtes chaud quoi? Ouais. Ok, on va faire un petit truc pour vous choper, et j'aimerais trop faire une hola en fait, parce que je suis jamais dans un stade de foot. Ça vous dit ou pas? Ouais. Ok, on va commencer par la droite, vous êtes prêts? Attention! Franchement, même ma grand-mère, elle se serait levée, elle aurait sauté et tout. On l'a refait, vous faites chier. Attention, c'est parti! Merci, ma grand-mère n'aurait pas fait ça. Donc, pour la première partie, qui est la partie show, nous allons vous présenter plein d'artistes. Attention, on va faire un petit jeu, genre question pour un champion. J'adore l'idée. C'est pour ça que j'ai des petites notes, des petites cartes et tout. Surtout pour pas oublier mon texte. Alors attention, source Wikipédia. Né à Clichy de parents franco-ivoiriens, elle déménage toute son enfance et fait le tour du monde, du moins une partie de la France, Londres et le Texas. En revenant, elle décide alors de se lancer dans l'humour. Elle crée alors son premier spectacle. Tu te tais. SketchUp. Aujourd'hui, elle va niquer toutes mes vannes. Aujourd'hui, elle est en tournée dans toute la France avec son spectacle Monsieur Shirley. Vous avez sûrement entendu une de ses phrases épiques. Je suis une fille noire, humoriste, rasta, homosexuelle. Il manque plus que le fauteuil roulant et je suis au top. Alors pas du tout Whoopi Goldberg, c'est Shirley Soignant. Attendez un applaudissement pour Shirley Soignant. Ouais. Elle a gagné quoi du coup quand elle a trouvé le nom? Rien? Ok. Ah ok, t'as tout gagné, très bien. Elle a pas besoin de moi, elle fait des blagues elle-même, super. Ça fait plaisir. Ça va bien tout le monde? Ouais. Cool, il y a plein de meufs, c'est chouette ça. C'est comme Noël pour moi. Contente. J'ai gardé mon manteau et cette bière. Ça va le manteau? Parce qu'on dirait un peu un manteau de pervers, non? On dirait pas que j'ai fait une sortie d'école. On dirait pas que j'ai des bonbons à l'intérieur. Les enfants, je suis là. Mais j'ai deux passions, les femmes et les enfants. Le capitaine du Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Ce sera ma dernière blague pédophile. Qui n'a rien à voir avec la communauté LGBT d'ailleurs, c'est important de faire la différence, on galère avec ça. Ok.
Ok, oui, alors je vais corriger la phrase parce que je suis une fille noire humoriste à l'Ox, d'accord, et pas à Rasta. J'ai fait cette erreur moi-même, c'est moi qui ai fait l'erreur à la télévision, j'ai dit Rasta, et je suis pas Rasta, d'accord, parce que c'est une religion. Et du coup, des fois, il y a des Rastas qui m'arrêtent dans la rue et c'est super gênant. Ils me disent Hey, John, bless! Et moi, je réponds Hey! Parce que je n'ai aucun rapport avec les Rastas à part la drogue, c'est le seul. J'ai appris un truc en plus incroyable, tu sais, j'aurais pu être Rasta parce que j'aime bien leurs valeurs, ils respectent la nature, ils fument des joints, ils mangent pas de viande, génial, mais il y a beaucoup d'homophobes, et ça m'a un peu dégoûté. J'ai appris qu'ils prenaient l'homophobie dans leurs paroles de dancehall. Et je suis dégoûtée parce que toute mon adolescence j'ai écouté du dancehall, mais comme c'était en anglais, j'ai pas compris les paroles. J'ai dû me faire insulter par ma chaîne IFI toute mon adolescence, putain. Ils devaient dire un truc de fou, je sais pas si vous avez écouté comme moi, mais c'est-à-dire je me faisais insulter genre normal, genre à la belle et lesbienne, à la belle, et moi je devais être là, boula. On va brûler des PD, aïe. Je suis dégoûtée, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, vraiment. J'ai appris que le mot fayadem, ça veut dire brûler les PD, fayadem, fayabandem. C'est le mot que j'ai le plus dit dans ma vie pour aucune raison. J'adore ce mot. J'ai brûlé beaucoup de PD sans faire exprès. Et je comprends pas le délire de passer des messages de haine en frottant des culs. C'est comme si les nazis avaient inventé le zouk. Ça ne va pas ensemble, on est d'accord. Du zouk nazi, t'imagines? Tous dans le train. On va être collés serrés. Non! On n'a pas envie d'entendre ça. Donc je suis une fille humoriste très contente d'être là ce soir pour faire le débat. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, je suis très contente. Ouais, si. Je parle avec moi-même là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est pas la bière, c'est la drogue. Non, je vais parler de mon coming out parce que c'est vrai que mes parents m'ont dit des trucs de faux quand je dis que j'étais lesbienne. Genre mon père, il a pleuré. Il a tellement pleuré, c'était gênant. Je lui ai dit arrête papa, on dirait un PD. Voilà. Il a toutes les larmes de son corps. Et ma mère m'a dit un truc incroyable quand je lui ai dit quand elle a compris que j'étais une fille noire, humoriste, à l'Ox, homosexuelle, elle m'a dit choisis. Tu peux pas tout faire. Elle m'a dit enlève noir. Posait beaucoup plus de problèmes. J'ai remarqué un truc il y a pas très longtemps, et c'est horrible. Je pense que je suis un putain de beauf avec les filles quand je les drague. Je suis un gros beauf, d'accord? Je pense que la réincarnation existe, et qu'en moi il y a un mec qui s'appelle Robert. Il est un peu gros, il a toujours un t-shirt sale, et dès qu'il voit une meuf, il fait... C'est horrible, vraiment. Ça m'arrivait il y a peu longtemps, j'étais à Bordeaux au restaurant, et la serveuse me ramène la carte du restaurant, et je dis... bah y a pas la serveuse au menu? Oui, j'ai dit ça. Et il y avait trop de musique, donc elle a pas entendu. Mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. C'est terrible, j'essaie de m'en sortir. C'est mon ex-copine, elle m'a dit Charlotte t'es beauf et macho. Et je lui ai dit je peux pas être macho, je suis une fille. Je me suis rendu compte que j'étais bête aussi. Ouais. En fait, elle m'a dit ça parce qu'on sortait du restaurant, et je pense clairement que les restaurants motivent Robert. Parce qu'en fait, on sortait du resto et en fait, on avait pris un plateau de fruits. Je suis pas fière de ce que je vais vous raconter, vraiment pas fière du tout. On a pris un plateau de fruits de mer, j'ai commandé des huîtres et j'ai mangé. Ouais, j'ai dit ça. J'ai dit, ça sent la chatte de ma meuf. Ouais, pas fière du tout. Même Bigard, il aurait dit non. Non, c'est pas le nom de l'humour, tu t'arrêtes. J'ai fait ça. Et je suis un patron aussi, j'ai une entreprise, je suis une patronne beauf, d'accord. Donc j'avais une assistante il n'y a pas longtemps, elle est partie maintenant. Vous allez vite comprendre pourquoi. En gros, un jour, on a eu un contrat, j'étais trop contente et je lui ai claqué le cul. Dans ma tête, il y avait une Vierge effarouchée qui était là, mais qu'est-ce que t'as fait, mon Dieu? Je peux pas montrer cette tête, du coup j'ai fait... Il est parti aujourd'hui. On peut être homosexuel et bête, comme moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté, c'est très gentil. Ça va, là, vous êtes là pour ça aussi? Ah, vous êtes aux premières loges. C'est l'opéra. Tant que tu ne viens pas, je parle en fait. Non mais j'aime bien, du coup je te laisse. Ok. Et du coup on fait la soirée toutes les deux si tu veux. Ok. Ok mais j'ai pas de vanne, allez hop. Je me suis fait draguer et après on m'a envoyé chier. C'est ça, moi je suis là, putain j'ai un plan, mais en fait. Allez bisous, merci, c'était sympa. Bon on continue? Ouais. Putain les gars, réveillez-vous un peu là. Bon vous êtes chaud ou pas là? Ouais. Merci, c'est gentil. Alors on continue. Né le 27 janvier d'une année bien précise, il finira par faire des études en audiovisuel pour devenir ensuite comédien. Il crée un spectacle dans lequel il s'interroge sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, sans trop savoir quoi répondre à ces questions, ni même savoir s'il y a des réponses à trouver. Alors... Crispin Clavier!
du tout, mais pas loin. Charlotte, il est mort, Galabru, tu arrêtes maintenant. Tu montes sur scène, dépêche-toi. Très bien, donc notre artiste en revanche est bien vivant. Un tonnerre d'applaudissements pour Betty Durieux. Et les goudous sur scène. Tellement de goudous ce soir. Quoi? Tellement de goudous ce soir. Ouais, mais moi ça m'impressionne d'enfin rencontrer ces fameuses goudous dont tout le monde parle. Tout le monde se plaint des goudous, il y a des gens qui veulent pas qu'elles se marient, tout ça, et en fait elles sont là. On en est que deux en vrai, ouais, c'est ça. Ah putain, je suis impressionnée, je suis off, ça fait tellement plaisir. Tu veux qu'on se fasse la bise? Non, ça va trop vite. Okay, ça va trop vite. Nickel. Je peux m'asseoir sur votre tabouret, je sentirai la chaleur de vos fesses sur les miennes. Franchement, est-ce que c'était trop rapide? Ça va un peu trop vite. C'est bon? Je crois que ça va aller. Tu peux pas remettre le micro, Charlotte? Non, il est plus à ma taille, celui-ci. Moi, je propose que... Non, vas-y, non, j'allais faire chier. Bon, vas-y. Bonsoir. Alors, je suis pas aussi drôle que Diane. Du coup, je vais pas faire de questions pour un champion. Voilà, mais je vais quand même présenter les prochains intervenants. Du coup, Non, mais je te kiffe en vrai, c'est pour ça que tu fais extrêmement vite, c'est pour ça. Du coup, je vais vous présenter la prochaine intervenante. Alors, de la préfecture à la haute couture, Sony Chan a transformé son immigration douloureuse en ascension fabuleuse. Après ses interventions remarquées à la télévision et à la radio, elle revient avec un deuxième spectacle sans étiquette pour partager ses secrets de réussite adaptés à ce monde de merde. Bravo! Sony Chan, mesdames et messieurs! Bonsoir. C'est toujours délicat de jouer un bout de son spectacle comme ça, parce que ça se verra trop qu'on est venu juste pour la promo, donc je me suis dit... Et je suis arrivée un peu en retard parce que je ne savais pas trop comment m'habiller. Je me suis dit, bon, j'essaie de faire jeune, je mets un jean. En même temps, moi, je vote pour Fillon, donc voilà, Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas mon côté catholique. En fait, depuis que je quitté l'école, je suis plus catholique, mais j'aime bien Poutine. Et qu'est-ce que je peux vous raconter? J'aimerais partager une anecdote. Un jour, j'étais dans l'émission de Jean-Luc Delarue. On lui fait un coucou. Et il m'a posé une question atroce. Il me fait: êtes-vous une femme emprisonnée dans un corps d'homme? Et en fait, sur le moment, je ne savais pas trop quoi lui répondre parce que j'étais trop absorbée par l'image magnifique de moi-même sur l'écran. Parce qu'en fait, il faut savoir, si jamais vous voulez faire une carrière à la télévision, ce que vous dites n'a vraiment aucune importance. En fait, il faut toujours sourire. Quand vous faites la télé, il faut toujours sourire. Et en fait, vous regardez légèrement en hauteur, ça donne un air émerveillé. C'est ça qu'elle fait Élodie Gossuin. Et en fait, oui, sur le moment, je ne savais pas trop quoi répondre, mais ça donnait très bien parce qu'en fait, je faisais juste comme ça. C'était en fait une excellente réponse. Et après, bon, je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, j'aurais dû lui dire simplement que dans mon travail, je critique le gouvernement chinois avec plus de couilles que tous les ministres français réunis, donc... N'applaudissez pas, vous mettez plein de vêtements made in China. Et puis chez Chanel, je fais toujours une taille 36. Donc je me dis qu'en fait, je suis un homme viril dans une enveloppe de femme. Et surtout, je pense que je m'accorde une grande liberté à la définition de l'homme et à la définition de la femme. En tout cas, plus que les collègues de Jean-Luc qui me posent des questions dignes de l'émission, c'est mon choix. Donc, au fond,
peut-être l'important n'est pas de savoir si je suis un homme ou une femme emprisonné dans le corps de je ne sais qui, mais de savoir repérer la mentalité d'un grand bof emprisonné dans le corps d'un présentateur de télé. Ouais, c'est moi qui dis. Vous pouvez liker ma page sur Facebook. Autrement, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ah ouais, en fait, quand Hélène m'a très gentiment sollicité pour ce rassemblement, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, vous êtes sûr? Parce que souvent j'ai un discours anti-communautaire et j'ai un peu peur de recevoir des tomates sur ma veste, parce que ça m'a coûté assez cher. Et Hélène m'a dit non, toutes les approches sont bienvenues, justement, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on s'échange, il n'y a pas qu'une seule façon d'être différent. Et j'ai dit, ah, bah c'est cool, je viens. Et en fait, je regrette de ne pas avoir fait cette démarche comme ça, plutôt vers, soi-disant, voilà, une communauté, mais en fait, on n'est pas une communauté, on est plusieurs communautés. Je pense que je n'ai pas su recevoir les mains tendues. Il y a un an, l'association je dis tout le temps l'association Sisi Pas Sisi. Elle m'a appelé pour que je sois la marraine d'un des chars lors de la Gay Pride. Et puis moi, vraiment comme un con, je dis à la personne, Gay Pride, la marche de la fierté. Le reste de l'année, vous en avez honte, quoi. Puis, tout de suite, c'est 250 fans en moins sur ma page Facebook. Comme quand je vous dis, je suis vraiment con, je n'ai vraiment aucun sens du marketing. Il y a 6 mois, l'association des Shinto qui ont peur de rentrer seuls en métro à Aubervilliers. Je sois la porte-parole de leur mouvement. Et puis, je leur ai répondu, cash. Je ne me sens pas concernée. Je vais jamais à Aubervilliers. Là, c'est carrément 1,3 milliard potentiel de fans en moins. Ah oui, en fait, il y a une meilleure chute, mais pour cela, il faut venir voir mon spectacle. Bah, je vais garder quelques conneries pour la suite. Hein. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Jeanne. Pardon, Charlotte Lefebvre. Bonjour. Bonjour, Charlotte Lefebvre. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour. On est ensemble depuis midi. Ah oui, c'est vrai. Tu n'es pas la bise. Non plus. Non. Alors, on va tout de suite accueillir notre prochain intervenant. Ce trentenaire ouvertement gay a fait une école de cinéma et a œuvré comme costumier sur divers films. Il écrit des scénarios et tient aussi un blog, ce qui le décidera finalement à monter un spectacle d'humour en 2015. Tristan Lopin pense comme une nana. Et nous pouvons aujourd'hui le retrouver au Théâtre du Marais dans son nouveau spectacle Dépendance affective. En fait, c'est une nouvelle version, pardon. Alors, en fait, vous n'allez pas le voir. Ah si, il veut venir sur scène, il est mignon. Alors, il vient sur scène et en fait, on va diffuser une de ses vidéos sur le mur blanc là-bas aussi. Mais on vous laisse le découvrir. C'est le premier truc de l'émission. Ah, alors attends, parce que là, je parle en doublon là. Je vais juste parler 2 secondes et après, je vous laisse regarder ma. Voilà, c'est la meilleure imprime écran, là, c'est parfait, merci. Je suis très content. Je suis très content d'être venu, de venir ici, qu'on m'ait invité, mais à la base, moi, en fait, je m'étais dit que peut-être j'allais venir ici pour choper, et a priori, je vais avoir un peu de mal, je suis un peu gêné, surtout qu'en fait, je suis pas noire, je suis pas asiatique, je suis pas trans, du coup, je me sens vraiment hyper casual. Je sais pas, voilà. Ouais, vraiment, je m'étais dit, je vais choper, c'est le meilleur moyen. En plus, je reviens de Cannes, j'ai un peu bronzé, je suis un peu bonne, du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et en fait, bon, voilà, j'ai bien vu qu'à l'organisation, on me regardait. Enfin, j'ai bien vu que tu tout à l'heure. Voilà. Et, non, mais je suis très content parce qu'en plus, t'as vraiment, tu sais, ce truc que j'adore chez un mec, c'est que. Non, mais t'as l'air vraiment sympa, et en même temps, t'as un peu une gueule de connard. Et moi, je vais te dire, plus un mec a une gueule d'enfoiré, plus je tombe amoureux rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment chouette. Du coup, je connais pas ton prénom parce que t'as juste un badge organisation, ce qui est très joli comme prénom, mais c'est un peu réducteur, je trouve.
Voilà. Voilà, bah, je vous laisse du coup découvrir la vidéo qui est très chouette. Elle est sortie aujourd'hui, donc c'est un petit peu une exclue, enfin, même s'il y a déjà eu 30 000 vues, donc voilà, c'est pas tellement. Voilà, je pars avant d'être désagréable. Merci. Ouais, dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est l'angoisse. Les gens n'arrêtent pas de se demander. Tu sais pour qui voter, toi? Mais moi? Je sais pas. Moi, y a personne qui me donne envie. Je te jure. Moi, j'avais même pas réalisé que c'était les présidentielles, hein. Avec toutes leurs magouilles, leurs hologrammes. Moi, je pensais que c'était juste une émission de télé-réalité, hein. Un truc pour faire le buzz, quoi. La la yella, la la yella, la la yella. Attends, t'as vu comment ils étaient disposés pendant le grand débat? Tous en cercle. On était clairement en plein remake du Maillon Faible. Laurence Ferrari, c'est un peu Boccolini, après la pause de son anneau gastrique. On a eu une grosse conversation avec Cécile. Elle m'a dit qu'il fallait voter utile dès le premier tour. Moi, j'ai un peu de mal avec cette expression, hein. Voter utile, c'est quoi? C'est voter pour le moins pire entre ceux qui ont le plus de chances de passer? Ah bah, ça a vendu. Rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Bah du coup elle vote Macron. Elle a raison, c'est le moins pire. On sait pas ce qu'il veut. Ceci dit, elle a un argument intéressant. Elle m'a dit, comme ça on aura le président le plus sexy du monde. Enfin après Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Il est trop beau. T'imagines l'angoisse? Il y a tellement rien d'intéressant à se mettre sous la dent, on en vient quand même à voter pour l'apparence du futur président de la République, quoi. Tu le kiffes le programme? C'est un peu The Voice, mais à l'envers. Franchement, je sais pas ce que t'as à dire, mais je te veux dans mon équipe. Non mais je vais pas voter pour Poutou. Il est gentil, hein. On l'a bien aimé pendant le grand débat. Mais Poutou, ça sonne un peu comme un paix foireux, non? Poutou, Poutou. T'as vu d'ailleurs, Bruno Jeudi, le rédacteur en chef de Paris Match, a dit de Poutou, c'est un candidat qui, par moment, n'a pas le respect pour être candidat à la présidentielle. Non, parce que les autres, c'est vrai qu'ils portent des costards et tout, et les costards, c'est plus pratique pour planquer les billets dans les poches intérieures. Ils sont vachement plus respectueux. C'est drôle. Ouais, c'est le rédacteur en chef de Paris Match qui a dit ça. Même ma grand-mère n'a jamais assumé d'acheter Paris Match. Mais écoute, je t'assure, je ne sais pas qui l'a mis là. Du coup, tout le monde y va de son pronostic. Moi, je pense que ça va se finir avec un Macron-Le Pen. Tu imagines si c'est Mélenchon-Le Pen? Non, moi, Fillon-Le Pen. Ah, je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, tout le monde a l'air persuadé que Marine Le Pen sera au second tour. On est donc sur une chouette vague d'optimisme en France. Encore un gros son qui fait plaisir. Si elle passe, on va peut-être nous aussi ouvrir des camps pour les homosexuels. Et puis, on fera copain-copain avec Poutine. On ira bombarder la Syrie en mangeant du gâteau au chocolat avec Trump. Ça va être chouette. Fillon? Ah non mais attends, c'est mort. Le mec c'est même plus une balle qui s'est tirée dans le pied. C'est un lance-roquette. Ah mais le pire, c'est que je suis sûr que dans sa tête, il est en mode... J'y crois. Emeric, c'est mon pote de 32 ans, fumeur de joint, qui vit chez ses parents en plein cœur de Paris et qui va voter Mélenchon pour créer une révolution citoyenne. À qui c'est qu'elle a la classe? À table! J'arrive maman, c'est bon, c'est relou là. Putain, système de merde. Ah bah c'est un révolutionnaire à la Florent Pagny, hein. Il veut pas qu'on touche à ça. Liberté de penser. Le mec est chaud pour partir refaire le monde en Patagonie. Enfin, quelques années plus tard, ça l'a pas empêché de faire le mariole en prime time sur TF1. Bah t'as les petits candidats aussi. Oui, évidemment. Enfin, de toute façon, je vais te dire, quoi qu'il en soit, je pense pas qu'aucun d'entre eux puisse faire quoi que ce soit. Ça vient de beaucoup plus haut tout ça. Sinon, depuis le temps, les choses auraient évolué. Ce système, il arrange beaucoup trop de gens pour qu'on puisse véritablement en changer. Oui, on va aller voter. Enfin, c'est comme pour l'élection des délégués de classe, hein. On te fait croire que c'est important. Tout le monde est... le temps de l'élection, et puis une fois que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Bah on attend les prochaines élections, en espérant qu'il y a un candidat qui se détache. À qui? Hamon. Mais il s'est pas rallié à Mélenchon? Donc il y a toutes ces vidéos sur YouTube, sur la chaîne Tristan Lopin, je suppose, et Facebook aussi. Il a tout, c'est quelqu'un de jeune. Alors, quoi, c'était méchant? Bon bah alors. Alors maintenant c'est à nous de nous présenter. Ok. Donc on va se présenter l'une pour l'autre. Parce qu'on est très gentils. Née de parents transgéniques, Charlotte essaye tant bien que mal de s'intégrer dans la société. Ayant 27 ans, paraissant 12, sa vie est parfois compliquée. Charlotte Lefebvre! Merci, Diane. Alors, née de parents amoureux, Diane a grandi dans une belle maison avec ses 3 gentils frères et sœurs. Et pour pallier à cette vie parfaite, parce que non mais la vie est trop injuste, hein, tout le monde n'a pas ma chance. Et ben, elle décide parfois elle-même de se mettre des bâtons dans les roues et d'aller chez le coiffeur. Super. Forte de ces 2 handicaps, nous avons décidé non pas d'ouvrir un asile, mais de créer une web-série.
Parfois on regrette un peu l'asile parce que je pense que ça aurait mieux marché. Non, pas du tout. Bref, nous avons donc créé une web-série au nom de Les Goudous. Donc vous pouvez d'ailleurs trouver en fait nos 2 premières saisons sur YouTube. Ah ben, c'est sur YouTube. Oui, meuf. Parce que moi l'autre jour je voulais montrer à un pote, j'ai regardé sur Dailymotion. Et ouais, c'est Ouais, con. j'ai pas Donc trouvé. c'est bien sur YouTube, merci Dailymotion, c'est out, meuf, out. Donc dans la première saison, en fait, nous parlons des clichés que les hétéros peuvent avoir sur les lesbiennes, les bi et les gays, et nous y répondons de manière humoristique. Et Parce qu'on est très drôle. Ça, là, déjà, Et dans la deuxième saison, on traite du coming out. Et parce qu'on s'est dit que c'était mieux de commencer une série par la fin, ben on vous montre le tout dernier épisode. Voilà, c'est sur le coming out au travail. Bisous. Il m'a fait. Ah non, tout est désagrafeuse, ça m'embête, ça fait un peu marcher comme ça, là. C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu fous? Quoi? Qu'est-ce que je fous? Tu trouves ça normal qu'il y ait des ordinateurs qui soient plats, ok? Que j'ai des feuilles où il y a rien dessus, ok? D'accord? Parce que moi ça commence à me saouler. Je suis lesbienne, ok? Moi je suis lesbienne. Il y a des agrafeuses qui marchent pas, mais après ça fait qu'il y a des gens qui meurent. Et moi je commence vraiment à marre des gens qui meurent, tu vois? Je me sens pas bien, j'ai chaud. Et ça me saoule de bosser avec des gens qui comprennent pas la réalité, ok? Alors va recycler, putain! T'as un copain? Non. T'as une copine? T'es lesbienne? T'es lesbienne? T'aimes les filles? Est-ce que t'es lesbienne? Oui, je suis lesbienne. Ah, cool. T'en penses quoi de la nouvelle là, du service beauté? La blonde là? Ouais. Oh putain, elle est canon! Ouais, ça va, elle est jolie, ouais. Elle est pour toi ou elle est pour moi, elle? Comment ça? Ah, Mathieu m'a dit que vous aviez une sorte de radar là entre vous pour vous repérer. Ah ouais. Ouais. Et ben, je pense, après avoir bien regardé, Elle est pour moi! Elle est bi. Non! Si, elle est bi. Votre attention tout le monde, je vous présente Alix, notre nouvelle graphiste. Alix, je te présente Mathieu, notre maquettiste. Johanna, notre rédactrice en chef. Et tu as Marie, qui est notre grand reporter. Je Salut laisse tout le faire monde. connaissance plus en détail, hein, moi je vais bosser. Ok à toutes. Bah, je sais pas où est mon bureau. Elle est super lesbienne la nouvelle, non? Je sais pas, tu vois des lesbiennes partout. Tu pensais que j'étais lesbienne au début? Mais meuf, t'es célibataire, je vais dans le marais, enfin je veux dire c'est normal quoi. Non mais sinon, Alix, c'est quand même un prénom qui est hyper lesbien. Mais pas du tout, y a pas de prénom de lesbienne. Non mais si, Alix c'est hyper lesbien. Non mais attends, je vais regarder, vas-y je reviens tout à l'heure. Salut Alix! Bon ça va, mon bureau te plaît? Ouais. C'est Ouais. cool? Bah ouais. Écoute, Ouais. fonctionnel. Et je me demandais, tu vis loin du bureau toi? Je vis dans le deuxième. Le deuxième c'est proche du marais, non? Ouais, c'est en bordure du marais, ouais. Pourquoi? Tu vis seule? Ouais. Pourquoi? Non mais parce que les loyers sont un peu chers là-bas, c'est pour ça c'est toujours mieux de vivre à deux quoi. Ouais, mais c'est pas, je vis seule. Ok. Et tu sors souvent dans le marais ou pas? Bah ça m'arrive, ouais, j'habite à côté, donc... Rue Saint-Martin un peu Ouais. Ok. Ouais, il y a un super bar à bière là-bas. Et quoi? Un bar à bière. Bon bah je te laisse travailler. Ouais. Salut! Salut! Je rendre le rapport là, dans 10 minutes, mais toi tu fais quoi là? Bah je regarde. Ouais, non, T'as besoin d'aide peut-être? Non, j'ai pas besoin d'aide. Non mais pas de soucis, non, là, non, non, mais pas va de t'asseoir. Non, ça me gêne pas, je te jure, t'inquiète. Non, mais moi ça me gêne en fait. S'il te plaît, faut vraiment que je rende le rapport dans 10 minutes. Non, mais je comprends. Non, mais de toute façon, non, mais tu gênes pas pour moi, vraiment, t'inquiète. Mais là, c'est toi qui me gêne en fait, je peux pas bosser là. Mais faut que je bosse. Bon, je suis allée l'observer un petit peu et bah elle se ronge les ongles. Et alors? Et bah c'est hyper lesbien de se ronger les ongles, meuf. Et n'importe quoi, moi aussi je me ronge les ongles et je suis pas lesbienne. Ah mais ça, c'est toi qui es le nez, ma gueule. Excuse-moi, mais... Ah, t'es relou. Alix, écoute super.
va boire un verre avec toute l'équipe ce soir, il faut absolument que tu viennes. Tu rencontres tout le monde comme ça. Ouais, mais non, en fait, ce soir, je suis déjà prise. Ah merde, maintenant cohésion d'équipe et tout. Ah mais bien sûr, Saint-Valentin, non, excuse-moi, Bah ouais. C'est qui le petit chanceux? C'est une petite chanceuse. Une? Ouais. C'est une meuf? Ouais, c'est une meuf, ouais. Ah mais je savais pas que t'étais un mec, j'avais pas... Je suis pas un mec. Une? Bah... T'es lesbienne? Ouais. Pardon, j'avais pas... Bien sûr, non, je t'invite à dîner, ça te dit? Comme ça je m'excuse en même temps et... T'invites ta meuf? Elle est comment ta meuf? Elle est blonde, Ouais. elle a les yeux bleus, un peu globuleux, et un peu une déformation comme ça. Elle a du mal à parler, mais elle est très sympa, hein, tu verras, elle est vraiment chouette. Pourquoi tu pars? Ça va? Ça va et toi? J'aime chercher à manger, t'as pris quoi toi? T'as pas de viande? Bah non. T'es végane? Non, je suis pas végane, je suis intolérante aux protéines. Ah ouais. Attends 2 secondes, j'ai Carlo Bigot. Ouais Carlo. T'attends pas, hein? Ouais bisous, ouais. Attends quoi? Ah j'attends rien, je fais. Tu veux pas arrêter de me regarder parce que franchement c'est un peu stressant. Ah non je regarde pas, je travaille. C'est bon, elle est végane. C'est pas une preuve ça? Elle t'a dit qu'elle était intolérante aux protéines. Non mais ça, elle a juste dit ça parce qu'elle assume pas, meuf. Ça n'existe pas d'être intolérant aux protéines, sinon tu meurs direct. Mais bien sûr que si, fais des recherches. Tiens, regarde. Non, j'ai pas que ça à foutre. Tu veux qu'on partage? Non mais j'en veux pas en fait. Attends, j'ai pas faim. Excuse-moi. Ah bah attends, ça tombe bien. Regarde. Non mais j'en veux pas. J'ai fouillé un peu son téléphone, elle a un code. Elle cache des choses. Et alors, on est en 2017, tout le monde a un code. Non mais elle a un code à 6 chiffres. Bah demande-lui. Hein? Ouais, je la trouve un peu bizarre. Ouais. Elle pose des questions... Je sais pas, bizarre. Ah ouais, je sais pas. Je connais pas. Non. Ah. Attends, excuse-moi. C'est qui? C'est mon ami. Ta meuf, quoi. Ouais, ouais, c'est ma meuf. Attends, je réponds. Tu trouves pas ça bizarre qu'elle parle avec Mathieu? Ah non, pourquoi? Il est sympa. Non, mais on s'en fout qu'il soit sympa. C'est le gay de l'équipe, meuf. Bah ouais. En même temps, on est une petite équipe, hein. Ouais, mais elle est super proche, tu vois. Y a un truc. Bah justement, peut-être qu'ils sont pas gays. Mais c'est Mathieu, il suce à tous les râteliers. Son prénom, c'est Consensus. Je vais aller la voir après, vite. Bah demande-lui. Non, toujours pas, putain, t'es chiant. Coucou. Ah putain mais tu m'as fait peur. Je vais te faire une surprise. Non mais il faut que t'arrêtes de me suivre partout là. Je suis pas intéressée. Mais pourtant, t'es lesbienne, je comprends pas. Mais c'est pas parce que je suis lesbienne que j'ai envie de coucher avec toutes les femmes. On s'appelle? Je t'avais pas vu, Alix, ça va? Ouais. Super. Elle t'a fait quoi? Super belle. Mais il recycle pas, ça me saoule. Et du coup, ça me tend, mais je contrôle, franchement, je contrôle. D'accord. Attends, excuse-moi. C'est qui? Bah, c'est ma meuf. Oh putain, je le savais, elle est lesbienne, je le savais, putain, ça fait 3 mois que je suis dessus là. Bah, toi aussi, t'es lesbienne, donc c'est pas toute une histoire. Hein. Ouais, mais moi je le dis pas à tout le monde. Excuse-moi. Oui, allez, ma chérie. Et du coup, toi, tu savais que j'étais lesbienne alors? Bah, ouais. Et comment t'as deviné alors? Bah, désolé, hein, mais il y a qu'une lesbienne pour avoir une coupe de cheveux aussi moche. Ok. Je connais un super resto dans le noir.
Ah oui, j'en ai entendu parler, on mange dans le noir. On mange dans le noir. Toi, vas-y. Ah, c'est à moi. Oui, c'est à toi, c'est à moi. Très bien. J'ai confondu mes fiches. Non, c'est une blague. Elle est drôle. Alors maintenant, on va donc passer à la deuxième partie, donc le débat. Et pour cela, nous allons demander à tous les artistes qui ont déjà été présentés de monter ou de remonter sur scène. Attention, vous avez 3 secondes. Bon, t'es viré. Ouais, pas toi. Nous accueillons aussi une nouvelle intervenante, Charlotte Lefebvre. Moi, j'étais déjà là avant. Non, mais l'autre. Il y a une autre Charlotte Lefebvre. Non, l'autre intervenante, Charlotte. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc nous allons donc demander à Océane Rosemary de nous rejoindre. J'allais la présenter, mais j'ai l'impression qu'on va quand même la présenter. C'est Charlotte. Donc Océane Rosemary est une chanteuse, chroniqueuse radio, comédienne, auteure et metteur en scène. Mais moi je me posais une question. Est-ce que tu sais aussi changer les joints des biais quand ils fuient? Voilà. Ouais, je sais le faire. Voilà, je crois que ça suffit finalement. Je vais quand même continuer. Oui, tu m'intérêtes. On a passé l'après-midi, pardon. Démerde. Oui, Diane, pardon. Alors, Océane Rosemary sort son premier album en 2005, puis fait une pause musicale en 2009 pour écrire et jouer son premier one-woman show, La Lesbienne Invisible. Je crois qu'on en a entendu parler. Entre 2012 et 2013, elle participe à l'écriture de plusieurs livres. En 2013, elle devient chroniqueuse radio pour France Inter et Arrêt sur Image. Diane, t'as rajouté une petite note, faut que je tourne la fiche. Et là, elle sortira bientôt son premier film, Embrasse-moi. D'ailleurs, en fait, on n'a pas osé le dire, mais on a fait de la figure pour toi. Ouais, et c'était sympa. C'était cool. Oui, super. On a très bien mangé. Voilà. Bon, maintenant, on passe le micro à Hélène Lecor qui va animer le débat. Bah, merci déjà à tous et toutes les intervenantes d'être passés. On va commencer par un tour de table un peu formel. Avec cette question-là qui est très vague, vous répondrez selon votre envie et vos envies. Sur quel rôle a pu jouer dans votre carrière votre identité et votre orientation sexuelle, puisque c'est quand même le thème, votre identité de genre ou votre orientation sexuelle. Est-ce que ça l'a boosté? Est-ce que ça vous a donné de l'idée ou est-ce qu'au contraire ça vous a freiné? Et on va faire un tour de table dans l'ordre que vous voulez. Peut-être commencer avec Sony qui est juste à ma gauche. Moi je voulais être Miss Hong Kong, c'était raté. Donc je ne pouvais pas participer à ce concours de beauté. Et autrement, pour moi c'était clairement un frein. Clairement un frein parce que moi je suis de Hong Kong, je participais à plusieurs castings, etc. Et puis chaque fois le retour c'était... En fait je n'ai même pas commencé à jouer une scène, le jury était soit mort de rire ou indigné ou il levait les yeux au ciel. Donc pour moi c'était clairement un frein. Et quand je suis arrivée en France, dans un premier temps c'était clairement un frein. Et là, dans un deuxième temps, c'est aussi un frein. Non, juste une chose, assez rapidement, je passe le micro. J'ai eu quelques jobs et en fait, les producteurs se sont dit « Waouh, on va embaucher un trans, ça va faire le buzz et tout ». Et moi, comme je suis assez... déjà, je ne me considère pas comme un trans. Je me considère comme un être humain, ou alors comme un homme ou comme une femme, selon la perception de chacun. Je suis assez flexible, comme tous les immigrés. Et dans mon travail, je me dis que c'est pas un argument de vente et tout, donc du coup, j'en parle pas beaucoup. Et en fait, du coup, les producteurs, chaque fois, ils étaient super déçus. Ils se disent, merde, ça n'a pas du tout fait le buzz. Voilà, donc... En fait, j'ai commencé le stand-up il y a un an et demi, un truc comme ça. Et juste, en fait, genre, je pouvais pas ne pas en parler parce que sinon, je parlais le mot masculin et les gens allaient plus penser à ça qu'aux blagues. Du coup, je me suis dit, il faut en parler. Donc, en fait, genre, c'est à la fois une nécessité puis un frein aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font pas jouer, que c'est un peu trop borderline, un peu chelou, entre guillemets, tout ça.
quand on parle pas du métro, enfin c'est un peu... c'est toujours un peu plus difficile de jouer, mais du coup ça me fait aussi une sorte de safe space où si je sais que les gens me disent viens jouer, bah, je sais que ça va être un endroit cool en fait pour moi. Du coup c'est un frein aussi dans l'écriture, parce que je tiens à être au moins tout ce que je peux de safe. Et c'est dur d'avoir cette checklist, genre est-ce que c'est homophobe? Non. Est-ce que c'est transphobe? Non. Est-ce que c'est grossophobe? Non. Est-ce que... Et du coup c'est long, j'ai l'impression d'avoir un processus d'écriture beaucoup plus long que d'autres personnes qui s'en foutent. Mais voilà, mais c'est super intéressant du coup. Voilà, c'est pas un défaut en fait. Ça ralentit, mais c'est tout aussi bien d'aller à cette vitesse-là. Voilà. Moi alors c'est un peu différent, c'est mes vidéos qui ont clairement lancé un peu le truc il y a un peu plus d'1 an. Après je pense que le fait du coup de pas du tout cacher le fait d'être homosexuel sans pour autant en faire le mettre en avant tout le temps, etc., mais ne pas le cacher et que ça soit quelque chose que moi je considère comme normal, parce qu'on n'a pas à se justifier d'être hétéro ou homo, a permis d'avancer encore plus, j'en sais rien, en tout cas d'avancer dans le sens où la communauté homosexuelle de fait est très solidaire, hein, sinon Maria Carey, Mylène Farmer ne ferait plus carrière aujourd'hui. Du coup, je pense que ça a bien aidé à diffuser mes vidéos et en tout cas à me permettre aujourd'hui de cibler d'autres communautés, enfin en tout cas d'autres gens qui ne sont pas forcément dans la communauté homosexuelle ou LGBT de manière générale, et du coup de pouvoir diffuser les messages que j'essaie de transmettre au plus grand nombre, quoi. Donc oui, c'est une chance, je sais pas, enfin je suis né comme ça, donc voilà. Une chance, je sais pas, c'est voilà, excusez-moi, je suis désolé. Ah oui, pardon, je vais l'entendre. Bonsoir. Je voudrais déjà... Non, mais c'était... Je vois comment tu l'as entendu, mais c'est je voudrais m'excuser, pardon de ne pas avoir fait aussi moi de sketch, mais je suis nulle, je suis vraiment hyper mauvaise pour faire ça. Je sais pas faire de stand-up, je sais que écrire des trucs laborieusement pendant des mois, et puis après essayer de les apprendre par cœur pendant d'autres mois, et après les jouer sur scène tout aussi laborieusement. Donc je vous invite à venir voir mon spectacle, si vous voulez, qui est assez laborieux, qui est sympa. Et donc c'est pas vraiment que je voulais pas, ou que voilà, c'est juste que quand après, quand il y a Charlie, en plus je suis trop intimidée, elle assure tellement, je suis après, je peux pas. Voilà, cela étant dit, par rapport à la question, moi ça a été quelque chose qui a évolué en fait, puisque j'ai commencé en effet par faire de la musique. Et puis au début je voulais pas trop dire que j'étais lesbienne, et en même temps dans les chansons que j'écrivais je voulais pas qu'on ait l'impression que je parle à un homme, donc j'essayais de genrer de manière neutre, me débrouiller pour que ce soit neutre. Donc toutes les lesbiennes comprenaient en fait, enfin en tout cas celles qui ont eu la chance ou la malchance d'entendre mes albums ont tout de suite compris. Et je voulais pas jouer entre guillemets là-dessus pour mon identité en tant que chanteuse, je voulais rester dans un truc assez neutre. Aussi parce que moi j'étais pas très avancée, on va dire, dans ma tête par rapport à la question homosexuelle et le fait d'être militant, etc. C'est quelque chose où j'ai beaucoup bougé en fait pendant toutes ces années. Et à un moment je me suis dit, voilà, quand j'ai voulu créer mon premier spectacle La Lesbienne Invisible, je me suis dit, ouais, en fait, ce serait cool de changer un peu les clichés que les gens ont à propos des lesbiennes. Donc et je me suis dit, je vais faire un truc pour les hétéros en fait, je vais faire un spectacle pour les hétéros. Vraiment, sincèrement, je croyais que j'avais fait ça. Et d'un coup, j'ai vu, il y a que des couilles. Mais non, parce que je me rendais pas compte qu'évidemment, je le faisais aussi pour toutes les lesbiennes, et à commencer par la lesbienne que moi-même j'avais été adolescente, qui n'avait rien eu pour s'identifier, pas de spectacle, pas d'actrice, enfin presque rien, quoi. Et évidemment qu'après, je me suis rendu compte que je l'avais fait, évidemment, pour la communauté. Et donc là, ça a beaucoup changé, j'ai beaucoup changé, on va dire, dans la vision de la revendication, du fait de dire qu'on est homo, du coming out, de l'importance du coming out. Donc là, je suis devenue hyper radicale à un moment, genre tous ceux qui faisaient pas leur coming out les pourrissaient, genre non, j'ai l'action coming out permanente. Et bon, maintenant, je suis sur peut-être d'autres questions, mais en tout cas, oui, je considère qu'être homosexuel, ça a été une force, une bénédiction, parce que en fait, si on arrive à justement sortir de la honte, hein, ou de la difficulté ou de l'homophobie qu'on a en nous, à partir de là on se rend compte que c'est cette différence qui fait qu'on regarde le monde un petit peu différemment, et je pense que c'est parce que j'étais lesbienne que j'ai regardé les choses différemment, et que du coup j'ai écrit d'abord de la musique et après des vannes et après un film et tout, parce que voilà, je pense toujours que la différence est un plus, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais que c'était vraiment une bénédiction pour moi d'être lesbienne, quoi. Je suis hyper contente d'être queen, franchement, c'est super.
vraiment toutes les femmes à devenir lesbiennes. Dérape total. Donc vraiment, et en effet, comme disait Tristan, moi aussi c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais pas de production, j'avais rien, j'ai commencé dans un tout petit théâtre. Et le fait qu'il y ait le mot lesbienne dans le titre a attiré la communauté et fait que tout de suite on a été complet tous les soirs, tout le temps, c'était super. Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui font du stand-up ou voilà, du seul en scène et qui galèrent à remplir les salles et tout. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance d'avoir comme ça, de fédérer en tout cas la communauté. Et après, du coup, de me faire connaître. Alors après, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question, mais souvent dans des médias plutôt justement mainstream, qui me disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur de devenir la lesbienne de service? C'est à quoi je répondais, bah non, ça me dérange pas. Ou est-ce que vous n'avez pas peur qu'on brosse que des rôles de lesbienne? Ah bah non, ça me dérange pas du tout. À partir du moment où tu dis que c'est pas moins bien d'être homo que hétéro, alors c'est pas grave. Alors c'est pas un problème. Non, moi ça me dérange pas si je dois être la lesbienne du service à un moment ou être porte-parole à des moments sur des sujets politiques, voilà, comme ça a été un peu le cas pendant tout le débat sur le mariage, etc. Enfin, je trouve pas que ce soit réducteur en fait. Ça n'empêche pas d'avoir des identités multiples et qu'aujourd'hui, avec mon spectacle Chaton Violence, je parle d'autre chose, je parle beaucoup de racisme, je parle de toutes les oppressions finalement auxquelles on peut être confronté dans notre société. Et je parle beaucoup moins de l'homosexualité parce que j'en ai déjà parlé, mais néanmoins, c'est vraiment, voilà, grâce à ça que mon regard a été différent. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment important, et ça a été important dans ma carrière de parler de ça. Et donc je suis contente et je continue à le faire. Voilà. Et donc mon film va sortir, ce sera la première comédie romantique lesbienne en France, je crois en tout cas. Et donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et merci à tous les figurants qui étaient là. Et voilà, et c'est pareil quoi, c'était vraiment pour peut-être aussi la jeune femme que j'ai été, qui n'avait pas de comédie romantique lesbienne qui parlait d'autre chose que du coming out. Ou, voilà, c'est vrai, c'est un peu toujours les mêmes films. Et là, c'est vraiment pas ça, c'est juste une rencontre amoureuse. Et puis il s'avère que c'est deux filles. Et c'est galère comme pour n'importe qui. Mais voilà, justement, voilà, c'est des vraies histoires d'amour, pas juste oh, mon Dieu, je crois que je suis lesbienne. Et toi, t'es là devant ton écran, mais je m'en fous, j'ai résolu ça il y a 20 ans. En fait. Donc bref, j'arrête de parler, mais en tout cas, je suis contente d'être. Mais fais ta promo, hein, ça sera chouette. T'as tellement dit de choses que je vais me dépêcher du coup. Attends. Parce que j'ai un train en fait. Non, en fait, non, est-ce que c'est une difficulté? Alors au début, je pensais pas que ça serait une difficulté, parce que j'avais aucun problème avec le fait d'être homosexuel, j'ai jamais eu de difficulté avec ça dans ma vie tous les jours. Et quand je suis arrivée dans le métier, j'ai commencé à faire des interviews. Et un jour, j'ai fait une émission de Brigitte Lahaie, désolée, tu vois, je sais. Tu l'as faite cette émission, et en fait, elle me demande il y a qui dans votre public? Et je dis, bah c'est cool parce qu'il y a tout dans mon public, des jeunes, des vieux, des noirs, des blancs, des homos. Elle fait comment vous savez qu'ils sont homos? Je fais bah. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais comme un inconscient collectif de tout le monde d'avoir honte de le dire alors que j'avais jamais eu de problème avec ça. Et là, médiatiquement, on me demandait de l'annoncer. Donc je regarde mon attaché de presse derrière la vitre qui fait. Qui est partie, cette pute. Et du coup, j'ai dit ok. Et en fait, Brigitte Lahaie insiste. Et je dis bah, une autre question, mais en faisant des blagues et tout. Alors, ça m'avait vraiment gênée de me sentir gênée par la situation. Et juste après, elle a fait appeler son assistante, je pense, dans le couloir. C'est genre, on a l'appel d'une auditrice. Oui, allô j'ai entendu dire que vous étiez lesbienne. Et du coup, j'ai dit oui, absolument, Brigitte. Voilà, je l'ai annoncé comme ça, et le lendemain, 20 minutes en Suisse, a dit le célèbre, d'un coup j'étais célèbre, le célèbre humoriste Charles Soignon avoue son homosexualité. Et là j'ai fait oh, avoue, ça m'a fait mal, ça m'a fait bizarre. Mais je savais pas que j'avais fait un crime quoi. Et ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que médiatiquement, il y avait quelque chose de l'ordre de la honte, parce que comme tout le monde ne le dit pas et que des fois c'est compliqué, d'un coup on te met sur le fait accompli comme ça et ta vie se remet en question. Bref, je l'ai dit, et tout s'est bien passé après ça. En fait, on m'a très vite demandé, moi, de parler de mon homosexualité sur scène en tant qu'humoriste, et j'avais rien à raconter sur le sujet. Je voulais pas parler de mon homosexualité pour justement faire un truc pour faire un truc, mais il fallait trouver un truc marrant, parce que c'est mon métier d'être drôle déjà. Et effectivement, quand il y a les manifs pour tous, il m'a paru drôle d'un coup d'être une femme noire, lesbienne, d'avoir des locks, d'être humoriste et tout, et je me suis dit, c'est le cumul est drôle à raconter. Effectivement, j'étais un peu comme toi dans ce sketch-là. Je me suis dit, je vais parler aux homophobes en fait. Tu vois, à tous les gens qui ne comprennent pas. Et finalement, je me suis rendu compte que les communautés étaient... Enfin, j'ai reçu plein de messages de merci, de mal. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a une communauté, parce que je sors pas beaucoup, j'aime sortir. Mais en fait, ça m'a vraiment rapproché de la communauté LGBT, et puis ça m'a fait comprendre de l'intérêt de mon métier aussi.
de dire des choses, effectivement, pas du blabla, hein, madame, parce qu'on travaille. J'ai encore mal. Non, mais ouais, c'est un vrai travail de poids, et du coup, je pense que c'est une force de faire ce métier-là, justement, d'être humoriste, de pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, avec des blagues. Donc c'est pas un frein, c'est génial, ouais. C'est génial d'être lesbienne, c'est génial d'être noire, c'est génial d'être ce qu'on est, chacun d'entre vous. Ouais, faut être fier de ce qu'on est, quoi. Mais c'est ça. Je vais passer le micro. Merci. Nous, ça n'a pas été une difficulté ni un frein, ça a été un biais, même une solution, parce qu'en tant que comédienne, aujourd'hui, c'est juste hyper chaud de réussir. Donc on s'est dit, bah allez, vas-y, on fait une petite web-série YouTube, on a eu plein d'idées, donc plein d'idées de merde. Un jour, Charles me dit, mais on est un peu lesbienne quand même. Je lui dis, ouais, c'est vrai. Elle me dit, mais viens, on parle de ça. On a dit, ouais, grave. Et après, on a eu des super idées, et voilà. Franchement, j'ai un peu raté. Vas-y, tu peux parler, Charlotte? Et moi, ça m'a pas freiné parce que je suis au chômage en fait. Voilà. C'est une belle force. Non, mais en fait, non, pour le coup, on a nous aussi voulu parler aux hétéros et je pense que on n'aura pas le temps de parler de ça. Je crois qu'il y a 90% de lesbiennes qui nous suivent. Et ceux qui ont liké, on a vu, ils se sont trompés. Ok, alors du coup, on va passer à une question adressée à Shirley et vous pourrez ensuite. Non, c'est ma question. C'est pas ma question. Je t'écoute. Je t'écoute. Ça va? Ouais, ça va et toi? Cool. Je crois qu'elle me drague. Toi, je crois que t'es un peu un chien, non? On a fait en vacances. J'ai un Facebook. La vieille drague là. Drague de vieille, pardon. Fucking Robert. Ouais, je t'écoute, pardon. Bah, je t'écoutais du coup. Du coup, oui, c'est un sujet, c'est une identité qui parle pas à tout le monde, vous l'avez un peu tous et toutes dit. Est-ce qu'il y a eu des résistances parmi les productions? Bah, tu parlais justement de l'interview où tu t'es retrouvée un peu obligée de dire ça. Est-ce que tu as senti un changement dans les demandes, dans les... Directement. Mais genre, mais direct quoi. Ah, c'est vrai que moi, il y a un moment donné, ça m'a un peu fait chier quand même, tu vois, qu'on me cantonne qu'à ça, parce que pour moi, justement, être homosexuel, c'est pas qu'être homosexuel, on fait pas que ça de nos journées, tu vois. J'ai pas envie. Donc ça m'a un peu dérangé, et en même temps, je comprends effectivement qu'on n'est pas beaucoup, donc il faut être fier de le faire et pouvoir faire avancer les causes. Mais moi, avec mon producteur de l'époque, j'ai eu des problèmes. Moi. Il a dit non, faut pas parler de ça, des gens, ils ne veulent pas entendre ça. Et je dis pardon. Enfin, parce que quand j'ai commencé à écrire des sketchs, il m'a dit non, ça, les gens ne veulent pas savoir ça, ils veulent que tu sois la noire qui bouge beaucoup, tu vois. Et je peux bouger en léchant des chattes, tu vois. On a fait en vacances. Et non, mais du coup, voilà, j'ai senti tout de suite qu'il y allait avoir un problème et que enfin, j'ai ouvert ma société de production pour ce genre de choses parce que je voulais certainement pas entendre comment je devais me comporter sur scène, dans les médias. Et donc, ouais, j'ai eu des freins là-dessus et un changement total de propositions. Enfin, d'un coup, j'avais plein de propositions que j'ai refusées beaucoup parce que c'était pas des trucs hyper intéressants en fait pour la communauté. Tu vois, c'est plus ok, tu vas jouer une lesbienne, racaille, tu vois, tous les clichés en même temps pour une seule personne immigrée. Tu vois. Donc, non, c'était jamais des trucs super ouf. Le seul truc qui était bien, c'était le film d'Océane, mais bien de me rappeler. Non, c'est pas vrai, j'étais pas là, je voulais faire la pute pour une. C'est pas vrai. C'est vrai, j'étais là. Non, j'étais au Festival de Montréal, juste pour rire, effectivement. Et je rigole. J'ai envie de dire que de la merde. Je suis contente d'être là. Je crois que j'ai fini de répondre à ta question en fait. Oui, il me semble aussi. Oui, toi aussi. Hein. J'avais juste, du coup, vu que ta réponse était plutôt courte, j'avais juste une question, mais ça c'est très personnel, je suis désolée. C'est vrai que ta société de production s'appelle On Time parce que t'es toujours en retard? Pas parce que je suis toujours. Est-ce que c'est la couleur de peau? Non. J'ai eu cette information en coulisses et je voulais vérifier que c'était vrai. Je ne dénoncerai pas. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai une de mes œuvres préférées, c'est l'œuvre de Dali, tu vois, l'horloge qui coule. Ouais. C'est un peu. On Time, c'est le timing intérieur. Plutôt. Je suis à mon heure, à moi. Mais c'est vrai que mais je suis toujours à l'heure. J'étais en retard à une époque. Quand j'étais... Même à Europe 1, elle était en retard. Elle rendait folle Anne Romanoff. C'est vrai, c'est horrible. J'étais en direct à 11h et j'arrivais toujours à 11h30 ensuite. Ça m'a gardé pendant 3 ans quand même.
avait pitié. Ouais, non, non mais le timing intérieur, c'est en fait, on est à son heure propre. Pour moi, le temps ne veut rien dire, le temps est éphémère. D'ailleurs, je ne suis plus là, je m'en vais. Arrêtez-moi parce que je vais continuer. Et du coup, si t'avais ton train à prendre. Ouais, mais là, je l'ai raté en fait. Ah, bah c'est dommage, tu vas devoir rester avec nous jusqu'à la fin. Ouais. Tu vas devoir lui payer le beurre surtout, et elle habite très très loin. Mais tu viendras avec moi. C'est belle. Le leitmotiv de la soirée. Elle a dit oui. C'était pas prévu. C'est que bon. On va passer très vite à quelqu'un d'autre. On se reparle tout à l'heure. Laura. Alors oui, donc. Ça te fait un peu C'est pas cool, c'est c'est un peu... Elle échappe fort là, tu sais. C'est Je vais voir si je suis pas à l'heure. J'ai vraiment dit ça à haute voix, mais dans le micro. Tristan, aide-moi. Non, moi je lis pas là, hein, avec rien du tout moi. J'ai déjà essayé une fois, enfin pas... Bref. En fait, ça va être une question pour Betty. Si t'es prêt. Qu'est-ce que l'humour peut apporter aux revendications LGBT et surtout dans ton cas précis où tu dis que si tu te genres au masculin, le public va tiquer et plus se concentrer là-dessus que sur tes blagues. Est-ce que tu ressens le besoin de faire de la pédagogie sur scène? Est-ce que ça te bloque? En fait, genre déjà, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Du coup, en fait, personnellement, j'ai déjà un peu une sorte de réflexion. J'aime bien, genre, éduquer les gens. Enfin, non, mais je dis éduquer, non, mais pas, au sens où, genre, leur enseigner des trucs, leur apprendre des trucs. Non, c'est très jugeur. C'était un rire très jugeur. Non, ouais, je sais pas, j'ai un peu ce truc de prof, d'accompagnement en fait que j'ai déjà sur plein d'autres sujets, genre j'adore les gosses, c'est peut-être pas un bon truc à dire. Shirley. Voilà. J'ai évité d'en reparler, il faut calmer Shirley, il faut qu'elle se calme 3 secondes. On va jamais parler après. Et du coup, en fait je me dis, tant qu'à faire, vaut mieux le faire quoi. Parce que j'entends souvent j'ai pas mal de fois entendu des gens qui disaient, ou même sur internet, genre renseignez-vous si vous savez pas des trucs sur la communauté LGBT, renseignez-vous, allez sur internet, il y a plein de sources. Mais les gens vont pas forcément le faire, ou ont pas forcément le temps, et moi je profite du fait que les gens soient pas au courant que je vienne leur dire ça, pour leur dire en fait. Parce que je joue sur des plateaux où on est plusieurs humoristes, et les gens viennent et ils savent pas quels humoristes viennent jouer. Et d'un seul coup, je suis dans la liste en fait, et du coup les gens entendent ça sans s'y attendre. Et c'est un peu un coup de pute, mais du coup, j'aime bien cette dimension de c'est comme dans la vie de tous les jours en fait, on peut croiser ça sans s'y attendre. Et tant qu'à faire, je préfère donner une sorte de comment dire, c'est genre après, pour qu'ils puissent appréhender le sujet en fait, pour qu'ils puissent se dire après, peut-être plus tard, peut-être un an plus tard, genre rencontrer quelqu'un qui leur dit qu'il ou elle est trans, et se dire ah ouais ok, j'en avais déjà entendu parler, et en fait j'en avais ri, et j'en avais pas ri de façon je riais, la punchline c'était pas genre ah il est trans, et c'était genre plus subtil et plus bienveillant aussi. Oui, mais pardon, je peux jeter dans la question à d'autres gens. Je galérais un peu à me monologuer. Non, mais en fait, moi, ma question, là, tu fais des plateaux, mais il y a un moment quand même, tu vas créer ton spectacle, tu vas être seule sur scène, et dans ce cas-là, tu vas, dans la présentation, dans ce que tu vas envoyer aux médias et tout, tu vas l'évoquer, j'imagine. Je pense, mais en fait, je pense pas que j'en fasse un spectacle, un thème de spectacle, parce que, comme disait Shirley, c'est une partie de moi, mais c'est pas tout moi, en fait, donc... Je sais même pas je sais pas du tout si ce serait un pivot ou si c'est une partie, une tranche de vie. Je sais pas encore comment je vais structurer ça, mais je pense pas que je parle tout le temps de ça, parce que même pour moi, quand j'y pense trop,
bah, en fait je m'oublie aussi. J'oublie que je suis pas juste trans en fait. Enfin, je suis Betty et je sais pas, genre, je suis plein d'autres choses en fait. Pas noire, certainement pas, mais du coup, ouais, je veux pas en faire un thème de spectacle, je pense. Parce que justement, le thème, c'est que bah, c'est pas un thème. J'osais pas le dire, mais merci Tristan. Sony, tu as une petite réaction au début. Est-ce que tu aimerais intervenir là-dessus ou pas? Sur le fait de faire de la pédagogie. Parfois, je fais une petite réaction parce que je comprends pas tout. Ah, d'accord. Non, en fait, ça. Alors, en revanche, je suis un peu. Comment dire, ça m'a frappé quand tu dis très facilement que tu es un trans. Et c'est rigolo parce que moi, je passe ma vie pour qu'on m'appelle pas un trans. Et toi, tu dis, oh, je suis un trans. Parce que je pense que finalement, chacun peut-être trouve une appellation qui lui convient. Et c'est très intéressant. Mais peut-être il y a une autre question qui suit. On peut enchaîner tout de suite là-dessus. Ton spectacle s'appelle Sans étiquette, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Justement, toi, tu joues sur le fait de déconstruire un peu tout ça. Déconstruire les étiquettes. Disons que depuis mon enfance, je pense que comme chacun ici, on essaie de se trouver. Et puis moi, dans un premier temps, je me suis dit, bon, je dois être un petit garçon homosexuel. Je vais dans une boîte de nuit, j'étais vraiment transparente. J'étais transparente et je sentais bien qu'il y avait un regard bienveillant à mon égard. Mais en même temps, c'était pas vraiment mon endroit non plus. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je suis? Peut-être je devrais faire une opération pour devenir une femme, avoir un traitement d'hormones, etc. Et très vite, j'ai abandonné cette idée, parce que déjà, bon, je dépense une fortune pour manger bio, pourquoi je vais aller injecter des trucs chimiques? Donc, du coup, en fait, c'est vrai que par rapport à mon cas personnel, je n'ai jamais trouvé une appellation ou une communauté qui me convient. Donc c'est pour ça que le titre Sans étiquette, c'est ma metteur en scène Guédré qui a trouvé. Et je pense qu'elle a trouvé le bon mot. Et puis je pense que là tout à l'heure les collègues disaient justement qu'on n'est pas défini que par notre genre ou notre identité. Et puis dans mon cas c'est peut-être un peu plus prononcé parce que je n'ai jamais trouvé une appellation qui n'irrite pas mon cerveau, mes oreilles. Chaque fois quand j'entends monsieur, il y a une espèce de... Quand j'entends madame, comme ça aussi, et quand j'entends trans, c'est hétéro, il y a tout qui me chatouille en fait. Donc du coup, je me dis, bon, autant dire que je suis un être humain, et après, je respecte la perception de chacun. Je trouve qu'il ne faut pas condamner quelqu'un parce qu'il m'a appelé monsieur ou parce qu'il m'a appelé madame. Je trouve que la perception, c'est quelque chose de mutuel. Hein. Et il faut respecter, et je trouve que ce serait une bêtise de ma part de vouloir chasser à tout prix le côté masculin ou le côté féminin en moi. Donc je décidais d'embrasser tout ça et aussi de laisser les gens prendre ce qu'ils apprécient et que tout ça ne soit pas quelque chose de dramatique, quoi. Si je peux juste répondre, en fait, à propos du mot trans, je suis pas tous les jours en accord avec ce mot, mais en fait, c'est aussi la connotation de ce mot. Les gens qui connaissent pas, souvent ils en entendent parler. Genre le trans, ça peut être, c'est un mot qu'on entend et que les personnes qui connaissent pas en fait ont des a priori dessus et sur tout le reste en fait, sur les personnes même comme toi, genre tu vois, ils vont associer genre peut-être, toi ils vont peut-être l'associer au mot trans, et le mot trans ils vont peut-être l'associer à des trucs horribles dans leur tête. Et moi je veux en faire une porte d'entrée en fait, c'est un peu ça, c'est un peu bon, ok, vous savez pas grand chose, on va prendre à peu près ce que vous connaissez et on va faire quelque chose avec pour montrer que c'est pas que ça. Ouais, pour moi c'est plus une porte d'entrée et puis des fois on n'a pas le bordeaux et le vermillon et puis on va dire c'est du rouge quoi, pour que la personne comprenne que c'est pas du vert. Tu vois, c'est une question de vocabulaire, c'est hyper complexe, je sais pas, c'est une question de vocabulaire quoi, c'est trouver des mots en commun pour trouver comment on peut y aller ensemble en fait. Est-ce que, je sais pas si chacun peut s'exprimer sur ce sujet, est-ce que parfois le mauvais mot peut vraiment blesser?
est-ce que, je sais pas, est-ce que si, je sais pas, moi, si quand on t'appelle monsieur, est-ce que ça te blesse ou est-ce que... Ça dépend. Franchement, toute ma vie, ça m'a jamais fait chier. En fait, c'est quand je suis arrivée vers 28 ans, 29 ans, tu sais, quand t'es hormones. Enfin, je sais pas, je deviens un peu une femme dans des. J'essaie de mettre du rouge à lèvres, après on me dit monsieur. Ouais, à 28 ans, j'ai commencé à devenir une femme. Ah, mais tu vois, d'essayer de te féminiser, juste en tant que toi, et puis quand on me dit monsieur. Il y a une fois, j'ai pleuré. Mais j'étais fatiguée d'autre chose, j'en ai profité pour pleurer pour tout. Mais sinon, ça me fait pas chier du tout en fait, enfin, je m'en fous, parce que c'est une perception que l'autre a de moi. Et enfin, tu vois, je comprends que les codes, parfois, soient un peu flous pour certaines personnes. Je veux bien, moi, monsieur, madame, je suis quelqu'un déjà, c'est bien qu'on me considère, c'est chouette. Mais pour moi, il faudrait trouver un troisième mot, genre. Hey, pour tout le monde. Hey yo. Non, mais c'est sûr que, enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que de toute façon, il faut sortir de la binarité. C'est quand même ça le futur. Donc, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes trans qui veulent vraiment, qui veulent être dans la binarité, de façon très marquée. Et en effet, comme tu disais, tu blaguais là-dessus, mais je pense que quand tu as dépensé toutes tes économies, tout ton argent pour te faire opérer, pour être en apparence une femme et pour qu'on t'appelle madame, et qu'on te dit bonjour monsieur, d'ailleurs souvent de façon, avec une transphobie active et assumée, alors je comprends que ce soit extrêmement blessant. Et dans l'autre sens, pareil, je veux dire, quand tu veux être un garçon, que tu fais tout pour vraiment avoir une apparence garçon et qu'on te dit mademoiselle, je pense que ça peut être vachement violent, quoi. Donc, en effet, il y a tous les parcours possibles, et en effet, la solution, c'est peut-être de sortir de la binarité, encore une fois. Mais cela dit, moi, je pense que quand j'étais plus jeune, c'est clair que je pleurais plus d'une fois. Hein. Surtout, en plus, j'étais gros. On m'appelait petit gros garçon en cantonais, ça se dit Feitai. Répétez après moi, Feitai. Ouais, vous êtes prêts pour la dictature. Non seulement on m'appelait garçon, en plus gros petit garçon. Donc, moi, mais c'était vrai, non? Oui. Mais jusqu'à il y a un moment, je me suis dit, bon, voilà, je vais plus m'accabler de ça. D'un mot, et je vais essayer d'accepter ou d'apprécier. Je trouve que c'est aussi, c'est très personnel, hein, ce que je dis. Je me dis, je ne vais pas me gâcher la vie pour un mot. Qu'on m'appelle monsieur, ok, ou qu'on m'appelle madame, ok, quoi. Et aussi, je pense qu'il faut aussi s'accepter tel qu'on est, et c'est pour ça tout sans étiquette. Je veux dire, aujourd'hui, je vais plus me bagarrer juste pour qu'on me dise ah madame ou oh monsieur. Voilà. Sur un autre aspect de cette même question, on a entre guillemets un peu l'opposé avec les goudous qui ont justement joué uniquement au départ sur l'étiquette une goudou lesbienne. Est-ce que du coup se concentrer justement sur cette identité-là, ça vous fait pas, ça vous contient pas dans un certain public? Vous le disiez tout à l'heure, 90% de vos publics c'est des lesbiennes, le reste c'est des gens qui se sont trompés de page. Enfin c'est difficile avec le nom les goudous, mais bon. Est-ce que vous allez essayer d'ouvrir ça? Est-ce que vous avez eu des retours qui font que c'est efficace et c'est utile ce que vous faites, même si vous adressez uniquement à une certaine partie de la population? En fait, on a vraiment choisi de s'appeler les goudous, de parler d'homosexualité, parce que nous, justement, comme disait Océane Rosemary, quand on était plus jeunes, à 10 ans d'écart près, on n'avait pas... Non, elle a raison, je vais pas lutter. On n'avait pas de personnalité qui nous représentait, à part Edward quand on avait 16 ans. Non mais Muriel Robin, elle l'a annoncé il y a 5 ans, quoi. Donc clairement, on ne pouvait pas compter sur elle. Et donc quand tu découvres ça à 11 ans, que tu n'as aucune identité lesbienne autour de toi, que ta mère te dit que c'est une maladie, tu te dis merde. Donc nous, on a eu envie de faire cette web-série pour tous les jeunes qui le découvrent tôt, et des fois trop tôt, qui n'ont pas de personne pour les aider, et qui aient en fait cette image-là, plutôt positive, de quelque chose en fait qui donne peut-être justement un espoir et que ça les fasse marrer. On a reçu plein de retours en fait, notamment d'une fille qui nous a écrit pour dire que ça se passait super mal depuis qu'elle avait annoncé son homosexualité.
que voilà, elle était très très triste, mais qu'à chaque fois qu'elle voyait nos vidéos, bah, ça la faisait sourire. Et donc nous, on lui a répondu, on a parlé un peu avec elle. Elle nous a dit que maintenant elle était en foyer, mais parce que voilà, bah, elle s'est fait virer de chez elle, tristement. Mais de voir les Goudous, ça lui donnait l'espoir tous les jours d'avoir une vie meilleure, et ça lui donnait l'espoir de pouvoir elle aussi réussir à entreprendre quelque chose elle-même, et à réussir à vivre bien et heureuse en tant que lesbienne. On parle de ça parce qu'on est lesbienne. Alors aussi, on parle des bi un petit peu parce que les pauvres sont un peu incomprises. Il faut quand même le dire. Incompris, et des gays. Voilà. Est-ce que tu veux parler de après ce qu'on va faire pour amener les hétéros et les trans aussi parce que c'est vrai qu'on va en parler. Bonsoir. Oui, du coup, on part sur une saison 3 où on ouvre un peu plus. Merci Diane. Parce qu'on nous avait dit qu'on aurait les questions avant, on les a pas du tout eu avant. C'est pratique. On part sur une saison 3 plus ouverte où on... Putain, je déteste dire. On approfondit les personnages et on... Bah, encore une fois, on ouvre... Ouais, j'avoue, je suis perdue. Tiens, Diane. Ok, c'est bon, j'enchaîne, t'inquiète. Ouais, donc dans les autres saisons, c'était vraiment les clichés. On parlait des lesbiennes, mais on s'était dit, ça serait peut-être bien de ramener des hétéros qui rigolent un peu avec nous et qui, comment dire, nous prennent plus avec sympathie plutôt qu'avec peine. Et donc on a eu que des lesbiennes et on s'est dit, bon ok, là, chat, va falloir qu'on fasse une saison 3 où vraiment ça puisse toucher tout le monde. Donc on va faire évoluer nos personnages, on va les faire évoluer dans la vie de tous les jours et avec tout le monde. Et du coup, essayer de vraiment rameuter, pas le monde entier, mais au moins Paris. Pour qu'on nous suive et que voilà, et les hétéros puissent nous découvrir en fait, découvrir ce monde lesbien. Je pense qu'il y a énormément d'hétéros qui ont regardé L-Word, alors on n'est pas aussi bien qu'L-Word, mais on est pas mal je trouve. Et sans vanter bien sûr. Donc voilà, l'idée c'était justement de raboter un peu les hétéros quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs il y a énormément d'hétéros ce soir, levez la main. Ouh putain il y en a 4. Bravo, merci beaucoup. Ils ont tous un frère ou une sœur lesbienne ou gay. Il y en a une, c'est ma mère. Non, ta mère est bi. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites et pour répondre aussi à cette question. Je crois qu'il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'inquiéter en se disant « Ah, on fait du communautaire ou du communautarisme », je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, vous avez compris, parce que de toute façon, quelque chose qui est bien, où il y a de la qualité, parce que c'est drôle, parce que c'est bien joué, va devenir autre chose. Et moi qui ai 10 ans de plus, peut-être plus même, j'ai pu le constater. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai joué la lesbienne musique pendant 4 ans et demi. Au début, il n'y avait que des lesbiennes. Après, il y a eu les copines des lesbiennes, je dis dans l'ordre, hein. Les copines hétéros des lesbiennes, tu vois, les hétéros curieuses qui sont venues. Après, il y a eu les mecs, des copines hétéros des lesbiennes qui s'inquiétaient qu'elles sortent toujours avec leur copine qui sont venus aussi. Les frères des lesbiennes. Et en dernier, les PD, parce que vraiment, on n'avait rien à foutre des lesbiennes. De base, ça les intéressait pas du tout. Et puis après, ils ont fini par comprendre qu'en fait, ils pouvaient se retrouver dans certains sketchs. Et là, c'était cool parce que j'avais des bandes PD qui riaient très fort. Et c'était vraiment bien parce que c'était le rire du PD sonore. Hein, comme ça. On a fini par constater tout à l'heure avec Tristan. Donc, et ça, c'est agréable quand t'es sur scène d'avoir beaucoup de PD. Voilà. Et donc, à la fin, c'était très mélangé, c'était extrêmement mélangé. Je précise que j'ai vu sur ce spectacle et j'ai pas du tout ri comme ça. Bah, merci. Et donc voilà, et donc en fait, en France on a un vrai problème avec ça. En France il y a un vrai problème sur le communautaire, c'est toujours très mal vu de dire le mot communautaire est négatif déjà, alors que c'est un mot positif, c'est-à-dire que c'est un moment des gens qui sont entre eux, qui s'organisent, enfin surtout quand c'est des gens qui sont minorés, et qui sont pas, je parle pas de la minorité, de la classe dominante des patrons du CAC 40, ça c'est pas très positif, mais de toutes les autres minorités, de toutes les autres communautés, c'est très bien de s'organiser entre nous, de faire des choses pour nous, qui nous font plaisir à nous, et à un moment les gens vont s'y intéresser aussi, quoi, et ça va s'ouvrir, l'ouverture se fait, voilà, parce qu'on va travailler, que la qualité va être là de plus en plus, et que du coup, à un moment, ça peut parler à tout le monde. Et moi, j'ai mis 5 ans à faire mon film, 5 ans à trouver les financements. Et donc c'était long, mais c'est quand même grâce à La Lesbienne Invisible que j'ai pu faire une comédie romantique lesbienne, sinon j'aurais, enfin voilà, et que quand même en fait il y a une notoriété, qu'on a pu inviter d'abord les producteurs et puis après des partenaires potentiels,
et ben, fait qu'aujourd'hui, dans le film, il y a Michel Larocque, il y a Alice Paul, il y a des gens qui font que je pense qu'on n'aura pas que des homos qui vont venir, et que les gens vont pouvoir voir ce film juste voilà, parce que c'est une histoire d'amour sympathique, quoi. Donc, je veux dire, il faut pas se dire, ah mon Dieu, ça va être trop communautaire. Non, il faut y aller à fond. Il faut assumer à fond, il faut faire ce qu'on a envie de faire et parler aux gens qui nous intéressent, à savoir des gens qui nous ressemblent à un certain moment. Et ensuite, ça s'élargira naturellement. Mais il ne faut pas se restreindre ou s'inquiéter de ça. Je crois vraiment que c'est important de valoriser ça et de valoriser les communautés. Mais grâce à toi, on pourra avoir des financements. Du coup, prochainement, pour moi, tu as vraiment été la lesbienne qui a osé s'affirmer, parler de ça. Et pour moi, tu as vraiment été le premier exemple, en fait, pour toutes les lesbiennes. Et je trouve ça vraiment génial. Dans les années 45, non, mais c'est ça. Non, mais tu nous as ouvert le chemin et grâce à toi, on peut y aller. Et ouais, carrément, ça se trouve, dans quelques années, il y aura plein de productions qui vont produire des lesbiennes. Parce que c'est génial, les lesbiennes. Merci, en tout cas. Par contre, le mot hurrah n'existe plus, madame. C'est important de le signaler. Ça s'arrête en 92 avec le mot vedette. C'est une personne âgée de ma génération qui dit hurrah. Hurrah, hurrah. Celle qui a dit ça à 23 ans. Tu parlais du coup du fait de rire sur la lesbienne invisible qui partait des clichés, qui partait du cliché de la, par exemple, de la femme aux cheveux longs qui passe pas comme lesbienne parce que t'en es pas. Et de partir de ces thématiques pour après élargir peut-être un peu sur les thèmes et de pouvoir ramener des gens parce que la lesbienne invisible t'a ramené de la notoriété. On parlait à Tristan tout à l'heure qui me disait que ça s'était lancé avec les vidéos particulièrement. Et c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a particulièrement bien marché, si ma mémoire est correcte, c'était parce qu'on l'a vraiment beaucoup partagé aussi via les associations LGBT, étudiantes et ou pas, parce qu'on en avait besoin à ce moment-là. La vidéo, je parle de la Manif pour tous. Et du coup, de cette vidéo-là, finalement, t'en as fait avant et t'en as fait depuis. Et t'en fais sur un peu tout, ce n'est pas que sur des thèmes LGBT. Sur les thèmes LGBT, non, parce que moi, je trouve ça hyper important du coup en assumant ce côté communautaire, j'aime pas trop ce mot non plus, mais en tout cas assumer qui on est, de rester dans un cadre, dans une société dans laquelle en fait on est plein de gens différents en fait. Et moi du coup j'essaie toujours d'écrire des choses, de faire des vidéos dans lesquelles en fait j'inclus moi qui suis homosexuel, ma pote qui est relou, qui mange bio et qui fait chier, genre qui ne veut pas sortir le samedi parce que tout qu'elle se lève pour aller faire du badminton le dimanche matin. J'essaie toujours d'inclure des gens parce que pour moi j'ai vachement souffert du fait qu'on nous mettait dans une espèce de case, genre il faut sortir là parce qu'en gros tu vas rencontrer des mecs parce que t'es homosexuel, donc en fait c'est chiant de rencontrer un mec si tu vas dans un bar lambda parce qu'en fait du coup il y a moins de chances de rencontrer un PD, que du coup ça va être plus compliqué de rencontrer quelqu'un, et moi du coup j'essaie toujours de faire en sorte que les gens en fait se rencontrent, quoi, qu'ils soient hétéros, homo, black, en fait je m'en fous, juste que les gens se parlent et se rencontrent, et c'est pour ça que j'avais écrit ce spectacle aussi qui parle des relations amoureuses, mais en fait pendant le spectacle, en dehors du fait que mon ex est un mec, en fait c'est un truc qui parle à tout le monde en fait, parce que c'est sur les relations amoureuses de manière générale. Et du coup, j'essaie d'aborder des thèmes les plus larges possibles, après des thèmes qui me touchent, parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire une vidéo si je sais pas quoi dire dessus. Mais moi j'essaie de faire en sorte que les gens se retrouvent en dehors sur leur sexualité, sur ce qu'ils aiment faire, parce que je trouve ça hyper glauque en fait. Même moi quand je vais dans des bars où il y a que des mecs, en fait, je suis là, en fait moi j'adore les filles, quoi, genre... Moi aussi. Ouais, je sais, mais tu vois, je trouve ça toujours hyper triste de me dire putain, mais en fait c'est que des mecs là, en vrai on parle que de trucs genre... parce que qui disent toujours dans la même chose, et du coup je trouve ça bien quand les gens se retrouvent pour se parler en dehors de leur sexualité en fait. Mais pas, je suis pas une bite ou un cul, et genre, tu vois, je trouve ça un peu réducteur, et on passe tellement de temps à se faire entendre, à rabâcher que genre, ah t'es homosexuel, que en fait, genre, non, en fait, genre, ouais, je sors avec des mecs, je trouve ça chouette, je kiffe les mecs, mais en fait, il y a pas que ça, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais tu sais, parce que t'habites à Paris, franchement, je serais à Maubeuge, je serais bien content qu'il y ait un bar gay. Ah, mais je suis... C'est un luxe de dire ça, c'est un luxe. Bien sûr, mais je ne sais pas que c'est pas un luxe. Après, moi, du coup, je vois qu'il y a plein de gens aussi en dehors de Paris qui regardent mes vidéos, etc. et qui sont hyper contents aussi, parce qu'ils me disent, du coup, je les montre à ma famille, etc. et du coup, ça leur donne un autre... Ouais, bien sûr. Mais moi, je disais parce que pour moi, évidemment, mais j'ai ce luxe-là, je ne le dément pas du tout. Hein. Mais après, du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ça m'a permis de le dire à ma famille, etc. Alors, c'est des gens qui habitent dans des villes moins importantes que les grandes villes qu'on a en France.
Et du coup, voilà, après je fais pas tout et je suis pas... non, c'est vrai. Et j'essaie de faire un peu comme moi je vois le truc, et c'est vrai que j'habite à Paris, et que, voilà. Dans le 11e, enfin c'est terrible, je suis un vrai connard. Hurrah. Non mais je dis ça juste parce que, pour rebondir, parce que moi j'ai fait la démarche exactement inverse avec Chaton Violent, à savoir, au contraire, au lieu de dire ouais bon mais on est tous des humains, et enfin je dis pas que tu as dit ça, hein, je caricature, mais qu'il y a un discours, qui a un discours aussi très français, de pas voir les couleurs, de pas voir, enfin voilà, de pas faire de statistiques ethniques, bon, et pour moi c'est important au contraire à un moment de savoir exactement d'où on vient et d'être capable de savoir d'où on parle, parce que si tu sais pas d'où tu parles, bah, tu risques de dire vraiment de la merde et de dépolitiser en fait tout ce qui est important, justement, tout ce qui doit être politisé. Et malgré tout, je pense que le fait d'être gay, et puisque c'est le thème un peu hein, de la soirée, donc je me permets de revenir sur le rail, oui, c'est politique aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas à égalité avec les autres, c'est politique. Ah non, mais après, et moi, à partir de là, je trouve que c'est important. Il y a plein de trucs sur lesquels, justement, j'ai fait en sorte de défendre... les droits des homosexuels, des trans, etc. Non mais je suis pas en train de te... Non, je sais. On va s'engueuler dans 2 minutes. Battez-vous. Et pas vous battre. Mettre un peu d'action surtout. Franchement, ça m'a coûté trop cher, là, c'est chaud. Du coup, on avait un terrain de débat. Je voulais partir sur autre chose, mais je sais pas si quelqu'un veut intervenir. Non, d'accord. On part sur autre chose, ça fait un peu bizarre. Sony, non. Je te fais de l'œil, pourquoi t'interviens? D'accord, j'enchaîne. Alors, donc le sujet qui était à la base, dont on a beaucoup parlé, c'est la question quand on parle d'humour et de discrimination, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Et là, c'est la question où tout le monde se hérisse. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que le fait d'être concerné permet de rire de choses dont les autres ne peuvent pas rire? Je vais m'adresser à Joris Voyon qui cumule les sujets, justement. Est-ce que tu peux rire de tout, toi? On en parlera ce soir. Il y a tout un dîner pour ça. Ça s'arrête jamais. Non, mais oui, effectivement, parce que je repense à une date de tournée que j'avais cette semaine. On est quand? On est quel jour? Ouais, la semaine dernière. J'étais à Montbéliard et j'ai joué dans une scène des fêtes, tu vois, un plateau vraiment de jeunes. J'aime bien aller dans des plateaux un peu galères comme ça pour voir le vrai peuple, tu vois. Pas celui qui paye, mais c'est le vrai peuple. Bah, donc, à côté, c'est quand même dans la région de Sochaux, donc Peugeot, donc il n'y a que des gens qui bossent chez Peugeot. Et t'as toute une partie de gens blancs qui bossent chez Peugeot et plein de musulmans. Il n'y a pas de noirs, c'est très bizarre. Et donc je suis arrivée là, il n'y a pas beaucoup de noirs là-bas, j'arrive et tout le monde a fait des blagues sur plein de trucs plutôt légers, on va dire. Et moi j'arrive en disant ouais, les blagues d'homosexuels, etc. Et en fait je sens que je fais de la pédagogie à ce moment-là. Je sens qu'ils ne peuvent pas rire parce qu'ils entendent des informations. Ils sont en train de faire Et donc moi, tu vois, je le prends pas pour moi parce que j'ai 10 ans d'expérience, donc ça c'est bon, sinon je me dis c'est un bide, mais c'est pas du tout un bide en fait. Ils sont vraiment en train d'écouter ce qui se passe, ils sont super attentifs, et en plus c'est très familial comme public, donc il y a aussi cette gêne de dire oui, il y a des enfants, tu sais, voilà, je fais des trucs un peu chelous, je mets le micro dans ma bouche, tu vois, je mets une fellation, absolument. Et du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça où tout de suite tu sens que le public, il se dit putain c'est pas... voilà, il faut s'accrocher quoi. Et on m'a dit merci à la fin parce que c'est cool du coup d'avoir osé le faire, parce qu'au début je me suis dit je vais faire un truc cliché, je vais parler du fait que j'ai fait Fort Boyard, je vais parler des Américains. En fait je me suis dit non, c'est maintenant qu'il faut faire ton taf en fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais c'est vrai que souvent nous en tant qu'humoristes, quand on fait parce que Paris c'est pas la France, quand on part en tournée dans des bleds, dans des caves, des machins, qu'on vient vraiment défendre des trucs, putain on la sent la France là, et c'est pas forcément... Il y a une petite goutte hein, quand même, parce qu'ils sont là, tu vois. Il y a des publics d'abonnés par exemple, je sais pas, quand tu vas dans des théâtres, etc. Des mairies, des centres culturels, tout le monde n'est pas forcément là pour toi exactement. C'est quoi la question? La question c'est est-ce que tu es légitime à faire des blagues sur toi quand t'es concerné? Ah, c'était ça la question. J'en ai inventé une autre question. Moi je répondais bien, du coup je te l'ai juste. Non. Refais la question du coup. Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que... Oui, oui, je me sens... évidemment je me sens légitime puisque je vis les choses et que je peux en parler mieux que quelqu'un qui ne le vit pas, je pense. Après, ça sera toujours un autre point de vue, quelqu'un qui ne veut pas, qui veut parler de ce sujet, mais il n'y a pas plus de légitimité parce que je suis lesbienne à en parler. Moi, je trouve ça cool, même pour par exemple la communauté afro, que d'autres gens que des noirs parlent des noirs, voilà, par exemple. Comme Océane le fait vachement bien d'ailleurs dans son spectacle. Quand il parle de l'exposition, c'est des choses comme ça qui me paraissent intéressantes effectivement. Ce soit pas forcément parce qu'on vit la chose de l'intérieur, que ce soit à nous d'en parler, c'est bien aussi que d'autres gens viennent en parler avec leur point de vue.
en défendant la cause en l'occurrence. Après, oui, c'est ça, qu'est-ce qui est dit en fait, je pense. Non, mais en défendant la cause, évidemment. Voilà, parce que non, mais le problème, c'est, je dirais, moi, dans La Lesbienne Invisible, je faisais une blague sur les butch, je me moquais d'un personnage butch, mais je pense qu'il y avait une telle bienveillance dans tout le spectacle, et où en plus j'étais là pour parler des lesbiennes, et que c'était, en plus, mon personnage était amoureuse de cette butch, qui ne voulait pas d'elle, qui la trouvait pas assez lesbienne. Donc, si tu veux, oui, je faisais des vannes sur elle, et le fait qu'elle soit hyper virile et tout, mais du point de vue d'un personnage amoureux. Et dans ce cas-là, j'ai fait exprès de faire ça. Parce que sinon, ça pouvait aussi vite être genre la lesbienne. Moi, j'arrivais en plus à l'époque sur scène avec les cheveux longs, une robe, des petits talons et tout, qui, en gros, qui fait de la lesbophobie au sein de la communauté, comme c'est souvent le cas. C'est-à-dire, souvent les filles lesbiennes féminines peuvent dire ah non mais attends, mais elle ressemble à un mec, c'est bon quoi. Je suis pas lesbienne pour me taper des mecs. Et là, waouh, t'as du chemin à faire ton bébé. Et tu vois, donc c'est important de toujours faire attention à comment, encore une fois, d'où on parle et comment on se positionne. Et je pense que par exemple, dans le Jamel Comedy Club, moi, il y a des fois où je vois des spectacles de gens issus du Jamel Comedy Club qui, pour moi, font des blagues racistes. Alors, parce qu'ils sont arabes ou noirs, donc c'est cool, mais en fait, moi, je trouve pas ça cool. J'ai déjà vu des spectacles racistes faits par des gens racisés. Donc, et ça reste quand même problématique. C'est un peu moins vénère quand c'est un blanc, parce que là, vraiment, c'est... moi, je trouve ça pire. Je trouve ça pire. Non, je veux dire, tu le reçois, genre, avec un truc de ok, il fait une blague intra-communautaire. Parce que moi, à la rigueur, je me dis, le blanc, il sait pas, il est ignorant, il invente des choses, ou il fantasme des choses, alors que le noir ou l'arabe est censé savoir, et en plus, il se plaint de choses toute la journée en disant, ouais, machin. On a l'occasion souvent de le voir au panel, des gens qui font qui font des accents pour faire des accents. Si t'enlèves l'accent, il n'y a rien de drôle, tu vois, ce genre de choses. Des trucs très homophobes. Moi, je passe souvent après des mecs hyper homophobes. Et tu vois le public qui est mort de rire. Ça t'arrive aussi. C'est horrible tu vois, c'est quoi la blague que j'ai entendue qui dit... personne ne naît gay, quoi. T'as déjà vu un bébé sortir et faire... Oh, ouais. Il y a des vannes, des comme ça, et les gens sont... Merci de pas avoir ri, je vous remercie de me regarder. C'est pas moi qui ai fait cette blague, mais voilà, il y a ce genre de trucs qu'on peut entendre, et nous, moi derrière, quand je remonte sur scène, je dis, ce qu'il vient de dire est complètement con, parce que je suis née lesbienne en fait. Je suis pas sortie en faisant rien, tu vois. Oui, et puis même si c'était un gay qui faisait cette blague, ça serait gênant quand même. C'est gênant. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que tu peux être... C'est d'autant plus gênant quand c'est la personne qui connaît le sujet. C'est ça. Ouais. Et juste, moi ça m'est arrivé aussi, un mec avait fait une blague sur une trans brésilienne. Je crois que c'est le même. Tuons-le. Mais le pire, c'est que c'est de l'ignorance, mais totale. Du coup, ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont fait une gaffe. Mais c'est aussi ça, en fait. Moi, je fais ça aussi pour reprendre une sorte de... Genre, vous faisiez des blagues là-dessus. En fait, genre, je vais vous dire, en fait, ça me concerne. Et moi, je peux faire des blagues et elles sont mieux et elles sont respectueuses. Ce qui me fait marrer, c'est quand je fais des blagues, quand je passe, et qu'après, genre, ça m'est arrivé, juste après, un mec est passé, et sa punchline, c'était « Ah, c'est un trans !» Et personne n'a ri. Et j'étais tellement fière. Merci, public. Et, mais du coup, il y a aussi ça, le fait de t'es concerné, du coup, il y a un petit peu de trucs à reprendre, en fait. Genre une sorte de voix, avec un X, à reprendre. Genre les gens ils parlent de toi, à propos de toi, sans savoir, et en fait de dire ok, en fait non, tu parles, tu dis n'importe quoi, donc je vais prendre mon sujet et je vais te montrer de ce que c'est en fait. Donc je pense que c'est mieux qu'en tant que concerné on le fasse plutôt que d'autres. On a souvent pas le choix parce que même si on n'a pas envie de parler de ça, quand on entend ce qui se passe dans les... Parce que nous on fait beaucoup de plateaux pratiquement tous les soirs, on s'entraîne à faire des blagues sur 5 minutes, donc on croise des gens tout le temps qui font plein de choses différentes, et effectivement l'homophobie est quelque chose qui est assez récurrent, et ce qui est fou c'est que le public, vraiment il y a une connivence entre l'artiste et le public, tout le monde est content, après toi tu passes avec tes blagues et ils sont contents aussi. Donc c'est assez flippant de voir à quel point l'humour peut être aussi un moteur, tu vois, un véhicule de messages dangereux. Donc c'est pour ça que ça me paraît hyper important que mon métier, je me suis rendu compte avec mon sketch justement sur mon cumul, le poids des mots, l'importance de ce qu'on dit, de ce qu'on raconte, c'est un vrai métier important quoi, et qu'il y en a plein qui l'utilisent comme du R&B. Ouais, surtout que maintenant je trouve que les blagues homophobes comme ça, en fait, il y a dans plein d'endroits en fait ça passe un peu, genre c'est drôle, en fait c'est fun quoi. Genre, moi je sais que il y a un mois j'étais sur un plateau à Bordeaux, quand même à Bordeaux quoi, et donc les mecs me présentent, ils me présentent, et il y avait eu 2 nanas avant moi, et genre 3 autres mecs, et là le mec dit on accueille maintenant la 3e fille de la soirée, tu vois. Donc genre là, tout le monde était hyper, tu vois, parce que je suis homosexuel donc forcément c'était hyper drôle, tu vois, et genre après les mecs je leur ai dit en fait c'est pas drôle en fait, tu vois, genre je suis pas une meuf, enfin tu vois, c'est genre comme si j'allais après changer de je disais il y a le 2e mangeur de banane qui arrive juste après, enfin tu vois, genre c'est pas drôle du tout quoi, enfin tu vois, et genre d'un coup c'était genre ouais mais attends mais il faut bien faire rire les gens. Et tu sais, genre j'étais là, donc en fait c'est quoi, on prend le truc les plus dégueulasses, genre hardcore, et parce que les gens rient, machin, en fait c'est bon, ça passe, tu vois. C'est genre en fait le truc à la facilité en fait, c'est ça en fait le problème aussi.
Oui, il y a vachement cette excuse de non, les gens rigolent. Ouais, mais non, en fait, le public, parfois. Les gens votent tort, FN en fait. aussi, hein, c'est pas. C'est ça. Et puis il y a des rires nerveux aussi, enfin ça c'est à nous de le décider, mais il y a des rires de tu vois, enfin des rires bêtes, t'as entendu un truc et après tu fais oh c'était pas drôle en fait, trop tard. C'était dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a une réaction de ta part là-dessus? Les goudots. Ils ont tout dit. Ah ouais? On n'a jamais tout dit sur ce sujet. L'axe d'après, ça aurait été de parler de justement de l'humour quand il touche les thèmes LGBTQ+, on revient toujours sur les mêmes questions, mais là c'est un autre axe encore. L'humour LGBTQ+, pour vous, est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'il existe? Est-ce que la communauté, grande guillemets sur communauté, mais est-ce que la communauté a un humour particulier? Est-ce que ça se fait sur l'autodérision? Est-ce qu'au contraire, on joue pas sur l'autodérision? Et est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça banalise la situation des personnes homo et ou bi et ou pan ou d'identité de genre minoritaire? Ou est-ce que au contraire ça stigmatise de faire de l'autodérision? Nous, le but dans les Goudous, c'était vraiment d'un peu banaliser la chose, en fait, de s'auto-foutre de notre gueule et de se foutre gentiment de la gueule des hétéros. C'était un peu pour dire, en fait, les gars, on est comme tout le monde, on fait exactement les mêmes vannes, des vannes où on pète des paillettes et d'autres vannes hyper poussées qu'on a réfléchi pendant des heures. Et le but, c'est voilà, que les gens se disent, ah ouais, putain, j'aurais pu faire exactement la même vanne. C'est vraiment essayer de banaliser pour dire, les gars, ouais, on est comme vous, donc tranquille. Sur l'autodérision, il n'y a pas de... Je pense que c'est important, à partir du moment où on veut être écouté, il faut avoir un peu d'autodérision, parce que sinon les gens... d'un coup, ça paraît hyper sérieux ou hyper moralisateur. Moi, je pars toujours du principe que si on met un peu de second degré ou qu'on se met toujours un peu, qu'on se moque un peu de soi-même, on est toujours plus crédible parce que du coup, moi je vois à travers mes vidéos, à chaque fois je balance des trucs un peu hardcore à travers des personnages ou même moi des trucs un peu hardcore et je me dis toujours, les gens ils gardent ça en tête et ça les a fait rire et avec le temps, et ben en fait c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur les trans, c'est-à-dire genre quelques mois plus tard, il va être confronté à la même situation et il va se dire ah j'en ai ri mais parce que du coup à ce moment-là c'était drôle parce qu'en fait c'est vrai que le propos en question qui dans un autre contexte aurait été genre insupportable, là c'était rigolo et d'un coup ça donne une autre grille de lecture quoi. Je trouve ça plus intéressant quand il y a l'autodérision parce que du coup il y a moins ce côté genre tu vois hyper moralisateur, genre paternaliste qui fait pas souvent avancer, souvent les gens se braquent un peu dès qu'on leur dit un truc il faut penser ça, voilà. Je voudrais juste partager l'expérience. Je travaillais avec deux metteurs en scène gays et en fait c'était pas très concluant parce que je sais pas pourquoi. Les gays chaque fois ils me disent Sonny va mettre un boa sur le dos. Pourquoi je mets un boa? Et j'ai l'impression qu'en fait il y a souvent en fait quand on correspond à un cliché, même intercommunautaire, on voudrait faire perpétuer ce cliché. Et si on fait un travail artistique et créatif, justement, chaque artiste a son ton et son univers. Évidemment, il y a des couleurs communes parce qu'on partage les mêmes sensibilités. Mais à la base, je pense que si on est sur scène, si on fait ce travail, on voudrait proposer quelque chose qui est unique. Et c'est pour ça qu'en fait, très très vite, j'ai vu que je travaille beaucoup mieux avec une metteur en scène femme. Parce qu'une femme, elle me demande jamais de mettre un boa. Mais souvent, oui, soit la diva du mar, elle met un boa et tout. Non, j'ai pas envie de boa. Tout ça est une question de boa, du coup. Est-ce que vous vous définissez, j'arriverai pas à prononcer ce mot, est-ce que vous vous définissez, un petit tour de table, comme militant? Et est-ce que vous vous définissez comme militant sur scène? Ou en dehors? Je sais pas qui veut commencer. Viens par mon spectacle, t'as la réponse. Oui, du coup... Oui, moi je me considère comme militante, et complètement militante sur scène et en dehors aussi, parce que je pense qu'on a une époque où c'est important de militer, important de se positionner, d'amener des choses, d'amener du fond en fait, de se servir de l'humour plus comme un moyen pour faire passer des idées, essayer de faire bouger les choses, et non pas comme une fin en soi, quoi. Enfin, après, mais c'est personnel, hein, j'ai jamais été bonne pour faire des vannes comme ça dans le vide, et par contre j'ai des choses à dire, donc j'essaie de les dire en faisant rigoler les gens, mais pour moi c'est
vraiment une arme de combat, quoi. D'où l'orientation plus militante de ton deuxième spectacle, enfin, Chaton violent par rapport à La lesbienne invisible. Le changement était volontaire. Bah, en fait, La lesbienne invisible était un spectacle militant, sauf que je ne me rendais pas compte. Mais quand je l'ai fait, je ne savais pas. Et après, j'ai compris. On m'a expliqué et je m'en suis rendu compte. Et donc après, c'est quelque chose que j'ai affirmé et que j'ai construit, en fait. Être militant, c'est quelque chose qui se construit, en fait. Pour le coup, on ne naît pas militant, à moins qu'on soit né dans une famille vraiment qui nous a vraiment éduqués comme ça. Moi, en tout cas, dans ma famille, on n'était pas spécialement militants. Et du coup, c'est aussi la vie qui fait que tu te retrouves confronté à des choses et à des injustices qui font que tu es de plus en plus vénère et que tu as envie de faire bouger les choses, ou en tout cas de t'impliquer et de pas être du mauvais côté de la barrière, on va dire. Mais du coup, en effet, je suis beaucoup plus militante aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais parce que justement tout ce parcours avec La lesbienne invisible m'a construit, m'a fait faire des rencontres, et qu'en effet, quand je me suis retrouvée face à Marine Le Pen chez Ardisson, ben, je me chiais dessus, quoi, parce que je me suis dit, ah putain, je vais me trouver être une espèce de porte-parole des lesbiennes, faut pas que je dise de la merde, quoi. Et donc au moins, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, à où je me positionne, qui je suis. Et à partir de là, je me suis fait plein d'ennemis, y compris dans mon camp. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de lesbiennes qui me détestent maintenant, alors qu'avant, elles m'aimaient toutes. Enfin, tu vois, parce que je me suis positionnée sur d'autres questions aussi, voilà, et que par exemple, il y a beaucoup d'homosexuels qui votent Front National, hein, on va pouvoir le constater dans quelques jours. Et forcément, à la limite, dans La lesbienne invisible, ces lesbiennes-là pouvaient aimer mon spectacle. Aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, c'est impossible parce que ce que je dis, ça va pas dans leur sens. Mais en tout cas, oui, je trouve ça important. Ouais, moi je pense que Océane Rosemary est militante, en tout cas, c'est sûr. Me concernant, je suis, c'est pas. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte en tant qu'artiste quand on crée de l'acte qu'on est en train de créer, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus militant en grandissant, en trouvant de l'actualité. Parce que finalement, c'est ça, faire de la scène, écrire, c'est s'exprimer, vouloir dire des choses, soulever les non-dits, les tabous, surtout dans l'humour. Donc évidemment qu'il y a un acte militant. Je sais pas pourquoi militant, j'aime pas le mot militant. Il y a un côté militaire, il y a un côté militant, milice, mais tous les mots. Il y a un côté lutte, j'entends lutte, et j'ai du mal à lutter, à être contre quelque chose. J'aime bien être pour quelque chose, mais on est contre naturellement. Et lutter, c'est être pour quelque chose. Ouais, je sais, mais tu sais, il y a dans le mot, hein, dans ce qui dégage, il y a ce côté d'être contre quelque chose aussi, d'avoir ce truc de lutter, quoi, lutter pour pas que ça envahisse encore plus. Mais effectivement, c'est aussi pour, en tout cas, je lutte pour. Voilà. Je lutte pour, et pas contre. Les gens qui sont contre, je les laisse. On va tous mourir. Je tenais à le rappeler à tout le monde, c'est important. Pour info. Ouais, parce que les gens oublient des fois. Du coup, ils votent FN et tout. Et puis on va tous mourir. Moi, je rejoins un peu Charlotte, je dirais pas que je me considère comme militant, je n'utiliserai pas ce terme. Après, il y a plein de choses, d'idées, en tout cas de choses qui me révoltent dans la société aujourd'hui, et du coup, j'essaie d'utiliser un peu l'espace que j'ai, moi, de lecture, en tout cas la visibilité que je peux avoir pour défendre ces idées-là que je trouve moi importantes, parce que je pense que quand on est visible auprès de autant de gens, plus ou moins en tout cas, mais qu'on a une communauté, c'est important de véhiculer en même temps, on est là un peu quand même, on est assis là à discuter au lieu de prendre des trains, tu vois, donc j'ai l'impression de militer quand même. Ça s'appelle militance, scène les gars, juste comme ça. Oui, bah désolé, voilà, on est contre le courant, excuse-nous. Ouais, mais je voulais pas venir, ok? Je suis là pour faire ma promo. Ah voilà, vas-y. Ouais. Non, bah, en fait, c'est un peu. Je vais rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure. On milite, nous, en essayant d'ouvrir un peu l'esprit aux gens, en leur montrant pareil. Voilà, ce que je disais, c'est qu'on est comme tout le monde et en faisant des vannes comme tout le monde, et du coup, que les gens se rendent compte qu'on est pareil, les gars. Et pour moi, c'est juste, je pense, notre manière d'être militante. De montrer ça, quoi. Voilà. Et qu'on soit ensemble, unis. Votez. Ouais, en fait j'ai l'impression que militant c'est comme féministe. Genre tu sais, les gens ont peur de dire ouais je suis féministe, non, je suis pour le droit des femmes, enfin genre. Alors qu'en fait peut-être qu'on est tous juste militants et ouais c'est le mot qui est chelou. Pour moi militant c'est l'image d'une grande personne très importante qui représente absolument toutes les personnes qu'il représente. Et ça me fait très peur. Mais pour moi, enfin, genre militant avec un petit M du coup, mais
Ouais, en fait, moi, c'est plus. J'ai pas envie de parler au nom de toutes les personnes trans ou même dans ma situation, des personnes très bordéliques. Je sais pas, il y a des thèmes différents. Et en fait, genre, juste, je veux parler de moi. Enfin, je pense que plus on parle de l'intime et plus on parle aux gens. Et je veux pas parler d'autres personnes trans, à part si c'est une situation particulière qui peut être vue de façon drôle et bienveillante, mais je veux juste parler de moi et de mon expérience et pas parler au nom de toutes les personnes trans, en fait. Visibiliser une certaine partie de la population, c'est aussi militer, en quelque sorte. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, genre, je milite, mais j'ai l'impression que, ouais, comme les autres, c'est pas, genre, je suis pas un porte-parole. Je pense qu'on est des militants en progression. Non, mais c'est vrai que c'est déjà tellement dur de faire notre métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est des œuvres qu'on fait des fois qui vont être militantes, mais et au fur et à mesure, on se rend compte en grandissant que finalement, on a un avis sur plein de choses. Moi, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que j'étais très politisée sur plein de trucs, en fait. Sinon, je dis non, la politique, je m'en fous. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a plein d'éducation nationale m'intéresse un coup. J'ai plein d'avis sur l'éducation nationale de la maternelle au collège. Je pense aux hôpitaux. Il y a plein de trucs, il y a plein de sujets avec lesquels je débat avec les gens. Bien sûr qu'on milite pour nos droits. Enfin, on est là, on est dans ce game de la vie. On paye des impôts, on doit voter. Tu vois, évidemment, on milite. Sinon, on se suicide. Enfin, tu vois, il y a non mais tu vois, dans le sens où la plupart du temps on a vraiment envie que ça s'arrête, tu vois, ce game chelou où on est obligé de se battre, on est là, donc je pense qu'on milite, à partir du moment où on est vivant, on milite. Merci. C'est tout pour moi, je vais prendre mon train. Ouais, je vais devoir y aller, malheureusement, c'était une vraie sortie. Tu sais que tu vas pas l'avoir ton train. Et je vais la voir, Bah non. mais on s'appelle, il y a d'autres trains pour toi. Et j'étais vraiment ravie d'être avec vous et je vais essayer de partir le plus discrètement possible. Merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire et merci de m'avoir invité. C'est vraiment cool. Ah merde. La sortie la plus classe de l'univers. ce soir. D'accord. Ok. Est-ce que tu feras une aussi belle sortie que ça? Ça m'a perdu. Non, on n'a pas entendu la réponse de Soline. Je suis devenue de plus en plus militante, ouais, mais comme je suis très préoccupée par les problèmes de mes compatriotes à Hong Kong, mon spectacle est assez orienté sur les choses qui concernent chaque être humain. Donc peut-être je suis militante sur les causes qui touchent tout le monde. Autrement, par rapport à des problèmes plus proprement LGBT, etc., je me dis déjà, si je descends dans la rue comme ça, je suis assez militante, donc je suis vachement militante. Vous parlez de porter, de porter la voix de certains militantismes justement, ou en tout cas de certaines causes, à travers l'humour. Est-ce que ça a encore une place et une importance? Là, on est à quelques jours du premier tour. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça sert à quelque chose? J'espère. Les vidéos, par exemple, tes vidéos, est-ce que tu penses que ça fait changer d'avis certaines personnes? Oui, je le crois, parce que sinon je le ferais pas, c'est l'angoisse. J'ai fait un truc qui ne sert à rien. Voilà. Non, j'espère. Après, voilà, moi je le fais pour les gens qui me suivent. Mais après, je veux dire, à grande échelle, moi je pense que si tous les gens qui étaient un peu suivis par un peu de monde défendaient leurs idées, enfin des idées en tout cas, moi que je trouve un peu chouette, mais en tout cas leurs idées, forcément, si on prenait tous un peu parti pour des trucs un peu plus humanistes, etc., les choses avanceraient, je pense, enfin j'espère, plus rapidement, ouais. J'espère qu'on a un peu un impact là-dessus, sinon c'est l'angoisse. C'est un peu, on se met à nu aussi pour défendre des idées, pour que les gens se retrouvent en nous, en dehors de tous ces politicards qui nous envoient juste une espèce de clichés, des trucs juste pour marketing, qui ne sont pas du tout dans notre quotidien. Enfin, ouais, j'espère. Évidemment que ça sert à quelque chose. C'est pas pour rien qu'en Chine, il n'y a ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. C'est pas pour rien. Donc évidemment, tout ça, ça sert. Même une vidéo vue, je sais pas, parfois je fais une vidéo, je me dis, oh, bah il n'y a que 500 vues. Mais même 500 vues, en fait, ça sert à quelque chose. Ah bah nous, on en reparle dans 10 000 hétéros, parce que là, pour le moment, on n'a que des lesbiennes. Donc...
En plus, on est en pause entre la saison 2, on est nul en com, donc là, non, clairement, c'est pas nous qui allons aider les gens à inciter. On va pas trop inciter les gens à voter dans notre sens. Je sais pas quel sens d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Donc, bon appétit. Bah oui, moi je crois, enfin j'espère, et je suis comme Tristan, j'espère bien que ça peut un peu changer les choses. Après, je suis pas naïve, je me doute qu'on parle souvent plus aux gens qui sont déjà un peu d'accord avec nous, mais moi par expérience, j'ai bien vu que c'est pas que. C'est-à-dire que tu as des gens qui viennent, qui savent pas trop ce qu'ils vont voir. Enfin, moi je fais pas des trucs sur YouTube, mais après j'ai des chroniques qui sont sur internet aussi, ça peut faire ça, mais en tout cas avec le spectacle, les gens ils savent pas vraiment forcément ce qu'ils vont voir. Là, par exemple, quand je fais le festival d'Avignon, les gens ils consomment, ils entendent ah ça c'est bien, ils y vont, puis t'as vraiment des gens très différents quoi, et qui savent pas ce qu'ils vont se prendre dans la gueule et qui parfois bougent un peu. Et c'était déjà le cas avec la lesbienne invisible où j'avais des réactions après de gens disant ah bon, je vois qu'ils disaient ah mais vous êtes comme nous en fait. Ouais, à peu près. et avec Châteaubriand c'est pareil, donc il y a quand même si c'est un film, même si c'est pas beaucoup de gens, parce que la plupart des gens, moi je vois bien qui vont voir Châteaubriand, j'imagine qu'ils sont la plupart, je dis bien la plupart d'accord avec moi. Après il y a encore des gens, je vois bien, qui sont pas du tout d'accord parce qu'ils ont vraiment des réactions ouvertement négatives, tu vois, genre quand tout le monde applaudit à la fin ils font comme pour bien montrer qu'ils ont détesté, tu vois. Mais bon, je les aime bien aussi. Et donc c'est pas grave, au moins ils ont entendu autre chose quoi. Oui, puis ça veut pas dire que plus tard, tu vois, le truc va pas. Enfin, moi je sais qu'il y a, je sais pas, quelques semaines, j'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit j'ai défilé à la Manif pour tous quand il y avait les premiers défilés il y a 4 ans, quoi. Et il a vu ma vidéo et il m'a dit j'ai vu ta vidéo et après, je sais pas, genre quelques secondes après, je me suis dit, en fait, j'ai regretté, tu vois. Genre, le mec m'a envoyé un message hyper gentil en me disant ça et je me suis dit, bah, il y en a un seul, peut-être que c'était un seul, mais n'empêche qu'il y en avait un, tu vois. Donc, bon, bah, c'est cool. Voilà. Peut-être que notre pas Fillon, ça va être chouette. Aussi, du coup, je parle aussi pour. Enfin, non, je sais pas, mais avec Charlie, du coup, on est sur les plateaux et souvent il y a ce petit truc de. Entre humoristes, en fait, on entend un humoriste passer. Par exemple, les gens vont voir 5 humoristes en 1 heure. Et il y en a qui cartonnent, qui font des explosions de rire et tout, mais qui vont parler, je ressors l'exemple du métro, mais qui vont parler de sujets hyper légers. Il y a vraiment cette discussion entre humoristes de ouais, il est en train de cartonner, mais à la fin de la soirée, il n'y a rien qui va rester. Les gens ne vont pas se souvenir de quoi il a parlé, ils auront juste ri et passé du bon temps pendant 10 minutes, et en fait, après, ils vont ressortir, et puis bah, la vie continue. Alors que bah, je suis prêt à faire un peu moins rire les gens, mais à ce qu'ils s'en souviennent après, en fait. Et ces discussions qu'on a entre humoristes, c'est pas que à propos de moi, où vraiment, il y a sur tous les sujets plus ou moins importants, mais vraiment ce truc de oui, mais à la fin, qu'est-ce qui reste? Et il y a vraiment, cette question existe vraiment, en fait. On fait rire, est-ce que tu fais rire et c'est utile? Est-ce que tu fais rire et tu fais juste rire et c'est utile pendant 10 minutes? Quelqu'un est content pendant 10 minutes et puis 1 heure plus tard, rien n'aura changé et peut-être qu'il aurait mieux fallu que quelque chose change, je sais pas. Mais il y a vraiment eu un impact quoi, qui se fait et on le sait. Voilà. C'est une belle conclusion. Je savais pas. Bravo. Peut-être qu'il y aura un impact, je sais pas. Peut-être qu'on a parlé à quelques homophobes dans la salle, mais ça m'étonnerait. Oui, bah du coup, on va s'arrêter là, parce qu'on va perdre Océane Rosemary et qu'on va tous aller boire aussi. C'est important. Bah, merci encore. Merci Hélène. Merci à vous d'être venus. Merci Kelly. Petit mot de remerciement pour toutes les personnes qui ont permis de réunir tout le monde sur scène et de vous réunir ici. On va tous ensuite se rejoindre pour prendre un verre, je pense. Hein? Ouais. Du coup, remercier les intervenantes qui sont là, Charlie qui est parti, Jean-Rémy Chaise et Jérôme qui auraient pu venir, mais il y a eu des petits problèmes logistiques au dernier moment et on les remercie quand même d'avoir été dans le projet au moins un temps. Catherine Michaud qui est présente ce soir et qui nous avait aidé pour les lieux.
Les scouts LGBT friendly, oui, ils existent. Voilà, merci beaucoup. Le point éphémère, bien sûr. Gros applaudissements pour le point éphémère. Alors là, ça va être la liste des prénoms des gens de l'équipe. Vous êtes exceptionnels, on a fait un super projet et on est trop contents que ça ait lieu. Ça va aller vite. Cybèle, cœur. Ivana, Sandra, Laure, Adèle, Anthony, Mathilde, Morgane, Kitri, Pacom, Raphaël, Théo, Thomas et Léonore. Merci à eux.